j'avoue, le retour audio est Oh là là. Oh là 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 là. Allez, Bonjour, on est en direct bonjour, immédiatement. bienvenue sur le plateau du JDH. Très très heureux de vous recevoir ici, de vous accueillir sur ce plateau pour l'émission high-tech dont tout Hollywood parle, n'ayons pas peur des mots, avec une bande extraordinaire. Ils sont là, franchement, indéboulonnables et indéboulonnés. On va commencer par ces messieurs. Comment ça va, Reza ? Voilà, écoute, je suis enrhumé. Alors ça c'est là... Non, stop. Alors voilà, je vais donc vous présenter un JDH avec quelqu'un d'enrhumé. Est-ce que quelqu'un d'autre est malade pendant qu'on y est ? Parce que... Non, Plus mais c'est bon. ça, Hollywood n'en parle pas. Voilà, ça Hollywood n'en parle pas. Voilà, Donc à part le fait que tu sois malade, mon petit Reza, j'espère que tu iras beaucoup mieux, que ce n'est pas contagieux, parce que j'ai J'espère. pas envie de me retrouver à moucher voilà, de l'oreille. Je pense que ça. T'es pas le plus menacé. Hein. Déjà en plus, mais je pense que c'est à cause du changement de température. Parce que j'étais quelque part en France hier et il faisait 21, 22 degrés. Et 18 aujourd'hui à Paris ? Ah, hier, il faisait 22 hier là-bas où j'étais. 18, 22, l'amplitude, Plus, ça te rend malade, toi. Ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, quand j'étais parti, je suis parti mardi, il faisait genre 11, 12. Je suis arrivé là-bas, il faisait 22. Et du coup, je pense que ça m'a un peu touché. Donc, j'ai beaucoup bossé où je suis parti. Donc, je suis rentré hier soir et je pense que la fatigue, plus le changement de température, Moi, j'ai une tout question. ça, je me suis fait attraper. Est-ce que malgré tout, Reza, tu es heureux ? Oula. Question compliquée, ça c'est Pépé. deep là. Le silence. C'est une question compliquée, Pépé. Mais non, c'est les questions basiques de la live qu'on peut se poser même dans une émission tech. Oui, non, parce je suis qu'on heureux. ouvre l'antenne, là, on Je y suis heureux, va. Pépé. Moi, je suis heureux, Pépé. Ouais. J'ai à manger, j'ai un toit, j'ai quelqu'un qui m'aime. J'ai plein de choses. Donc, je pense que je peux être heureux, ouais. Il y a pire que moi dans la vie, donc je vais dire que je suis heureux, moi. Eh ben, écoute, c'est beau. Moi, je suis certain que le fait que tu sois heureux, ça rend les gens qui nous regardent encore plus Allez, heureux. soyons Justement, heureux. parlant de bonheur, monsieur Nanix, comment allez-vous ? Bah, comment ça ? Est-ce que je suis heureux ? Ah, j'ai pas de toit, j'ai pas de quoi T'as pas manger, les réponses, personne qui m'aime, c'est pas terrible. vrai. Est-ce que t'as un divan, un canapé ? On en a pour 10 minutes de Mais non, mais psychanalyse, c'était là. une question toute simple parce que je En pense vrai, que... ça va. Merde. Je pense que... Oui. D'une manière totalement transparente, j'avais déjà dit, mais on va dire que les dernières semaines n'étaient pas forcément folles, mais en vrai, ça va. Franchement, c'est cool. N'oubliez pas que vous avez des tas de trucs tech, parce qu'attendez, je n'ai pas encore donné ce qui va se passer dans cette émission. Il y a des trucs extraordinaires, puisqu'on rajoute des rubriques. J'espère qu'on aura le temps de toutes les faire, parce qu'il y a des fois, je commence comme ça l'émission en disant on va avoir le temps de faire ça, ça, ça. Et puis on commence à parler hasard de Google, d'intelligence artificielle. Et on se retrouve, il est 18h. Ciao les gars, et on n'a pas le temps. Il va y avoir bien sûr des news, du software, un gros dossier. Bah, le dossier sera moi tout à l'heure, parce qu'on va parler un petit peu d'un truc que j'adore, c'est-à-dire en effet les téléviseurs avec des poussées marquantes autour de l'OLED, du QD-OLED, jusqu'où va aller l'OLED face au LCD qui est en face et qui se défend très très bien. Donc on va avoir des petites images, des petites explications et surtout un petit dossier qui vous permettra justement d'intervenir. Parce que ce que je voulais dans cette émission, c'est qu'en même temps on puisse avoir des tas de questions du chat parce que c'est important dans ce petit dossier tout à l'heure. Et bien sûr, ici en plateau, je ne vous ai pas encore présenté. J'arrive. Voilà. Mais Il y aura tout le temps du monde. Dis-le, la meilleure Ne t'inquiète chronique, les pas. bons plans, dis-le. les bons plans. Non, mais il y a d'abord il y a le décryptage. Ça, c'est une très très belle chronique de décryptage. Décryptage, Tout à l'heure, on c'est va chaud, le décrypter décryptage. un mot qu'on emploie souvent d'ailleurs. Que je vais re-employer dans mes tests qui Voilà. plus est effectivement le delta I parce que Je voulais pas dire ce qu'on allait faire. cette semaine est-ce que je peux le dire du coup Vas-y. enfin, ou est-ce que Vas-y. je sais pas si vous vous souvenez, on vous en a parlé dans le JDH, on vous en a parlé aussi lors du récap, c'était Pépé qui avait géré ça, le Acer Spatial View qui est un Spatial Labs View qui est un écran 3D. Et ben cette semaine, je l'ai pris en test en exclusivité pour le JDH. Si vous voulez un test écrit, contactez-moi sur otaxo.fr. Mais exclusivité la plus totale. Du coup, j'ai pu avoir une bonne vision de ce qui était vraiment intéressant, des petites failles, des petites faiblesses. Et j'ai pu parler un peu avec Acer de leur vision. Donc, du coup, très, très pressé de pouvoir vous parler de tout ça. Et voilà, moi je suis pressé de vous présenter donc l'autre partie des invités, enfin des chroniqueurs aujourd'hui. Otaxu, comment ça va Otaxu ? Mais moi, ça va très bien. J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai l'amour de Reza, tout va bien, évidemment. Imagine C'est la communauté, que je te fasse un câlin. la communauté de l'agneau ici. C'est quand ça même. l'amour. C'est l'agneau de Dieu. Bon, allez, oh là, je l'ai pas dit, c'est pas moi. Comment tu vas, Captain Web ? Écoute, ça va très bien, très heureux évidemment. Tout va bien, tout va bien. J'ai moi aussi de quoi manger, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que t'as l'amour de Reza également ? J'espère. Bah ouais. Attends, il y a un truc, Reza et amour. Donc tout simplement, Oh. c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est beau, ça. Donc tout à l'heure, regarde, oui, avant qu'on continue, parce que cette émission commence déjà, hop, vous allez vous dire, Ça mais glisse. qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde, c'est bien le JDH. Oui, je vous rassure, c'est bien le JDH, on est en pleine forme, et c'est pour ça qu'on prend la liberté avec vous de vous donner nos émotions comme ça. Tout à l'heure, je parlerai enfin de l'enceinte qui est ici, qui était quand même avec moi la semaine C'est dernière, sur laquelle j'ai eu le temps de rien faire parce que on est parti comme toujours en roue libre. Donc la Sonos ERA 300, la première enceinte Dolby Atmos signée Sonos, dont on parlera tout à l'heure. Avec des-
avec des petites images et autres. Et on a quand même fait 10 minutes d'intro, tout Hop, ça pour hop, dire qu'on hop, allait hop, super hop, bien et qu'on hop, était hop, très hop, contents hop. de retrouver. Comment toi ça va? Parce que là, t'es là, tu parles de nous, du chat, Ah, mais c'est comment une toi bonne tu te sens? Alors oui, non, mais je suis en pleine forme, je suis toujours content Ouais. quand je suis là. Je suis un petit peu crevé en ce moment parce que, comme nous tous, on est là, oh là là, on travaille beaucoup, on se fait fouetter ici par Florian, par les équipes. Donc on est là, et, faut Par y Chloé aller. aujourd'hui. Par Chloé qui va bien sûr nous couper soit l'image, le son, les lumières, Oh quelque là chose. là 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 On se là venger là là parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui, alors il y a des gros mots qui arrivent dans le prompteur. Je préfère vous dire qu'on envoie tout de suite le premier jingle. Ce sont les actus, messieurs, dames, en régie. On vous aime quand même. Allez, envoyez. En fait, t'es pas obligé de donner les coulisses de l'émission Si, dans si. l'émission. tu vois. Les gens rêvent de savoir ce qui se passe quand nous sommes en plateau. Il y a beaucoup de monde qui est là en régie de l'autre côté, dans ce très beau plateau quand même qui est Oui. ici. Il faut dire ce qu'il y a. On a une chance folle d'avoir un plateau pareil. Avec beaucoup d'espace. Avec de l'espace, il faut prendre pour parler, il faut parler fort, on s'entend pas tellement c'est grand. Otaxio, on commence avec toi et Lenovo, c'est ça? Tout à fait, puisque ce matin, en fait, j'ai été en compagnie de Lenovo qui, après avoir présenté au CES 2023 sa nouvelle gamme Pro 7 et 5, on a eu le droit aux Légion Slim 7 et 5. Alors, I ou A, les Légion Slim, c'est tout simplement des PC gamers, mais qui sont faits pour être transportés facilement. Pour vous dire, s'ils ont le sobriquet de Slim, c'est parce que la partie la plus fine du PC ne fait que 1,79 cm Pardon. contre 1,99 pour la partie la plus épaisse une fois fermée. C'est plutôt pas dégueulasse, particulièrement sur des PC gamers. On est aussi sur un PC pour le Slim 7, pour lequel vous avez des petites images, qui fait moins de 2 kg avec un châssis intégralement en aluminium. Alors, sachant que le contour, il a un petit truc un peu brossé, un peu stylish, que j'aime très très beaucoup clairement. On est sur des grosses configs parce que là on parle de l'Intel Core 13e génération, donc la toute dernière génération d'Intel, en version H, donc c'est dans la gamme de puissance, c'est l'avant-dernier, ou plutôt le second, parce qu'après il y a le HX où là c'est toute berzingue absolue, mais bon, sur un config un peu slim comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. On a des écrans qui peuvent aller jusqu'à 240 Hz et on a jusqu'à la RTX 4070, donc la dernière CG de Nvidia. Toute puissance, magnifique. On a le 5i également qu'on a pu voir qui est fondamentalement un petit peu le même, sauf que ce qui change énormément, c'est aluminium, parce qu'il n'y en a plus, et on passe au plastique. Alors, clairement, le petit liseré que j'aimais beaucoup en métal brossé, ça devient un petit truc un peu plastoc, un petit peu moche, on va pas se mentir, mais l'avantage, c'est quand même, il y a toujours les mêmes configs, et ça fait plaisir. Il y a des grosses évolutions cette année du côté du logiciel, surtout chez Lenovo, notamment Vantage, qui est leur logiciel de gestion des performances, etc., va permettre désormais de faire un overclock beaucoup plus précis. Jusque-là, on pouvait que cocher overclock automatique du GPU tel qu'il le voulait. On va Décryptage pouvoir un jour, overclock. Oui, overclock Ouais, complètement. overclocké. Donc l'overclock, c'est le fait de faire tourner un matériel à plus haut que sa puissance voulue, on va dire, du moins la plus safe. Il y a même de la compétition d'Overclock. Il y a même des grosses Oui. compétitions d'overclock, c'est tout à fait vrai. Bah là, Store. du coup, on va pouvoir régler les fréquences de la mémoire, les fréquences du GPU, du CPU, essayer de jouer pour vraiment booster les choses. Et on a l'intelligence artificielle intégrée qui a été améliorée. Alors, sachant qu'il y a 2 puces, en fait, dédiées à l'intelligence artificielle qui sont intégrées dans les Pro 7. Dans les Slim, il n'y en a qu'une seule, mais il y a toujours une espèce de détection automatique du scénario qui va aller booster les performances selon qu'on soit en train de faire des trucs créatifs, selon qu'on soit en train de faire du jeu vidéo, etc., etc. Sachant que ces trucs-là, en vrai, ça fonctionne que quand fondamentalement, tu cherches à avoir de l'autonomie, parce que sinon, tu débloques tout à toute berzingue et voilà, on s'en fiche un petit peu de l'IA. Mais c'est plutôt intéressant. Et surtout, ce que j'ai surkiffé, une petite surprise qu'on n'attendait pas, c'est qu'ils ont présenté une nouvelle gamme de PC qui s'appelle Lenovo Lock. Alors, Lock, ça va là où on était sur du hardcore gamer pour les Slim et les pros. Lock, ça va plus être le premier PC gamer des gens. Et là où je trouve ça extrêmement intéressant, c'est que du coup, c'est plutôt l'ordre d'idée de Acer Nitro, qui a une certaine mainmise sur l'entrée de gamme. Bah, du coup, ils viennent s'y frotter tranquillement. On a des PC de 15 ou 16 pouces, mais qui ont toujours les mêmes configurations, une dalle 144 Hz. On a jusqu'à de l'i7 13700H. Donc, on descend un petit peu en gamme quand même, mais 13700H, ça reste un 14 cœurs
qui frappe clairement jusqu'à une RTX 4060 ou pareil, ça suffira très largement à la plupart des gens. On est dans du tout plastique. Hein. Là, il n'y a pas de feinte du tout. Pas de Thunderbolt, que de l'USB-C classique. On sent aussi que dans la dalle, il y a quand même... Ça reste une IPS LCD, mais tu sens qu'ils ont fait des petites, des petites économies là-dessus. On va quand même jusqu'à 16 Go de RAM DDR5 5600 MHz. On est plutôt dans cette génération, dans le cœur de cette génération-là, et jusqu'à 1 Tera de SSD. Donc tout ça, c'est plutôt cool, sachant que Lenovo Lock va viser des prix entre 900 et 1200. Là où après, on arrive sur les Slim qui vont être plutôt de l'ordre de 1500, 1700 à 2000, voire 2500, et les Pros qui peuvent aller encore un petit peu plus loin. On a des belles configs du coup avec des belles configurations, sachant que pour ce qui est des prix, parce que c'est évidemment le plus intéressant, le Slim 7i, donc quand il y a i dans le nom, ça veut juste dire que c'est sous Intel, ça va se lancer à partir de 2000 €, hein, 1999 € en mai 2023. Si on va sur le Slim 5i, qui est toujours intéressant, mais qui est version plastique, on est à 1399 € à partir de 100 ans, mai 2023 toujours. Mais il y aura aussi des configurations sous AMD qu'on n'a pas vues, mais qui seront sensiblement les mêmes, où là, on descend un petit peu les tarifs. Sur le Slim 7, on est à 1899 €, ça sortira en juillet, et le Slim 5, on est à 1349 €. Juillet, pareil. Donc là, on est sur les Légions les plus simples, les plus classiques, sachant que Légion, il faut voir que c'est une marque qui a été fondée qu'en 2015. On n'attendait pas beaucoup Lenovo sur ce marché. Avant que tu continues, il y a un truc qu'il faut quand même... est-ce que Lenovo est toujours numéro 1 monde dans l'univers du PC? Est-ce qu'ils ont gardé leur place? Ils ont gardé leur place. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est en valeur ou en volume. Et ils ne le disent pas. Donc voilà, ils le disent pas. Permis la petite. Ils sont très fiers de dire qu'ils sont effectivement numéro 1 gaming. Ils venaient en fait en disant ça, effectivement, 2015 et aujourd'hui numéro 1 gaming. On ne sait pas exactement sur quel truc, donc c'est un petit peu dommage, mais quand même, c'est super intéressant, je trouve, qu'une marque comme Lenovo, qui n'était pas connue dans le milieu du gaming et qui s'est mis face à des marques quand même historiques, Predator, Rogue, Razer, Alienware, etc., en 7-8 ans, a réussi à passer numéro 1. Et surtout, mon ordi gamer préféré de l'année dernière, je vous le dis, c'était le Legion Pro 5i. D'accord, ok. Parce que la gestion thermique de cet ordinateur était exceptionnelle. Vous avez quoi pour jouer, vous les garçons? Fixe. D'accord. J'ai mon petit bébé fixe, 32 Go de RAM, 6700 XT, Rockstrix 570E, écran 21/9, enfin j'ai 3 écrans, 144 Hz. Je vais bientôt changer, je pense, de carte graphique sur les nouvelles, la 7900 XTX, quand j'aurai un peu plus d'argent. Oui, quand j'aurai un peu plus d'argent. Voilà. Un petit peu plus de pognon, effectivement. Exactement. Ouais. Et le reste, tout est bien. J'ai du M2, double carte d'acquisition, tout ça. Franchement, dans mon bureau, je suis pas à plaindre. Hein. C'est un setup que j'ai fait sur la durée. Tu es heureux? Et je suis heureux. Il a dit lui-même. Setup de je suis heureux. Hein, clairement. C'est un setup sur la durée que j'ai fait et je vais continuer comme ça sur la durée. Nanix, tu as quoi? Moi, j'ai pris un PC époque Millennium pendant le confinement. Très bien. Alors, le problème, c'est que les specs, je les connais pas par Non, mais cœur. Mais il est hyper fonctionnel puisque je peux jouer et streamer avec. Et j'ai un portable aussi de chez Asus qui lui date de 2017. C'est fini. Finito. Hein. Ouais. Il y a 2 ans, il m'a dit frérot, frangin. C'était trop. C'était trop. Par pitié, laisse-moi partir. Je suis là, j'essaie un petit peu de le retenir par la main, mais avec la larme à l'œil. Mais le portable, c'est foutu. Je peux pas faire grand-chose avec, vraiment. Je l'allume 3/4 d'heure après et on peut déjà plus. Mais le PC de salon, j'ai pas de souci aujourd'hui avec quoi. Ça me fait même poser une question, c'est que les laptops gamers entrée de gamme, le problème c'est qu'ils durent pas longtemps. Est-ce que ça a été résolu ça? Parce que moi j'ai le même cas que J'aimerais que tu définisses pas longtemps. Dans cette émission, moi, vous savez, les pas longtemps, peut-être, numéro 1 peut-être, ça va à un moment donné. Donc moi je suis un peu dans le même cas que Nanix. Combien de temps? Mon Nanix c'est 2017. Donc Ouais, moi, 2017, moi j'avais racheté un Predator à 1300 € en septembre 2018. Mais 3 ans plus tard, c'était compliqué pour lui sur le marché. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré parce côté-là. qu'il y a eu, en fait, généralement, le problème des ordi d'entrée de gamme, si on ne parle pas de configuration, parce que c'est encore autre chose, mais c'est sur la fabrication, où vu qu'ils sont full plastique, souvent ça a tendance... particulièrement, c'est les écrans qui ont tendance à charnière qui pètent, ou des trucs comme ça, voilà. Ou même je l'ai vu plus d'une fois, les écrans qui gondolent, du coup. Voilà. Moi, ça va, hein. Tu sais que ça fait 5 ans, du coup, j'ai réussi à bien le garder. C'est juste que niveau spec, il est à la ramasse maintenant. Oui. Et je l'avais acheté 1300 balles, mais il n'y avait que 8 Go de RAM dessus à l'époque. Il n'y en avait même pas 16 Go à ce prix-là, je crois, en début 2018. Après, ça s'upgrade généralement. Moi, j'avais les slots Ça pour s'upgrade, acheter c'est vrai, T'avais les slots. Moi, j'avais les slots pour acheter la mémoire, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Parce que Captain Web, tu utilises quoi?
Eh bien, écoute, j'ai un PC de bureau qui est sur un i7, une carte graphique, une 2060. Je crois pas un énorme PC, parce que je joue pas énormément avec, mais qui tient bien. Et un ROG Strix pour quand je suis en déplacement, qui fonctionne très très bien aussi. Et c'est des PC qui me durent un bout de temps. Cela dit, je voulais passer à la dernière version de Windows. Et mon processeur i7 n'est pas compatible. Oui, mais Et c'est un souci. C'est un peu Je chiant. filerai les feintes pour contourner Oui, mais ça. alors, j'étais certain de la suite de la phrase. Dès qu'on dit qu'un truc ne va pas, Oui, mais il connaît il y a tout. Otaksu qui est là. Bah, alors, si on ne peut pas passer par à l'envers, la porte de On derrière. ne m'arrête pas. On ne l'arrête Non. pas. Oui, non, mais on peut faire quelque chose là-dessus. Mais bien J'ai sûr qu'on j'ai peut vu qu'il y avait une feinter. astuce et après je me suis demandé est-ce que ça vaut vraiment Non, le non, coup l'astuce, d'essayer elle est là, à flinguer le côté de toi. Non, ça flinguera rien. C'est juste, en fait, c'est des checks de compatibilité, mais tu peux les faire sauter très facilement. Pour finir quand même Oui. sur l'actualité, parce Yes, que le right. Lenovo Lock dont on parlait quand même en termes d'accessibilité, pour vous dire, la première configuration avec un Intel Core est à 1099 €. Donc on est plus ou moins en fait dans les eaux d'un Oui. Acer Nitro. Et surtout, pour l'avoir pris en main, franchement, c'est un ordi qui a l'air ultra solide. C'est plastoc de ouf, hein, évidemment. Particulièrement le clavier qui est un petit peu plus rebondi que sur le Acer Nitro, où ils arrivent quand même à avoir des claviers de meilleure facture que ça. Mais je sens que ça va faire très très mal sur l'entrée de gamme. Je suis plus que curieux de le tester. Et à 1100 balles, alors sachant que on a esquivé une configuration en GTX 1650 qui date maintenant de genre 4-5 ans. Très vieux. Ouais. Le premier modèle sera en RTX 4050 en France avec un TGP, donc l'alimentation vraiment pleine, etc. Très très curieux de voir ça. Gardez ça sous les yeux si vous êtes à la recherche d'un ordi d'entrée de Moi, je gamme. suis très ça risque curieux d'être, d'un très chaud. truc. Comment. Alors là, on va pas faire un débat pendant toute l'émission. Non. Comment Non, vas-y. va le marché du PC? J'entends des horreurs sur les ventes, sur les gens qui s'en détournent un peu, sur des produits qui ont des cycles de vie. On en est où actuellement? Est-ce que Lenovo s'exprime là-dessus? Est-ce qu'ils disent, voilà, nous, on est peut-être numéro 1, parce qu'ils disent, on est numéro 1, on ne sait pas si c'est en volume ou non, hein, mais est-ce qu'ils disent, le marché du PC, ils nous ont montré quelque chose ce matin ou pas? On peut en Alors parler aux gens. non, on n'a pas du tout parlé du marché pour le coup. Les derniers chiffres, effectivement, je vois ce dont tu parles. Je les ai plus en tête, mais Je fais les le collègues geste, hein. de oui, mais les collègues de 01net avaient géré ça à l'époque. Mais il faut aussi pas oublier qu'on est juste après le Covid, qui a été une période de boom. De bulle en fait. Voilà, pour tous les matériels. Les gens sont Tous les légèrement produits. équipés Voilà. et du coup, forcément, maintenant, Exactement. il y a une Donc période de maintenant, creux après. on revient à la période de creux d'après. Donc c'est pas inquiétant en fait cette chute actuellement. C'est si elle perdure que là on va commencer à avoir les miquettes. fouets, quoi, les miquettes. Exactement. Les miquettes, les chocottes. Bon, dans tous les cas, il y a un truc qui me fascine. Est-ce que tu as fini, mon petit Otaksu? J'ai fini tout à fait. C'est merveilleux parce que ce qui est après me fascine autant que toi, autant que tes sujets. Voilà, les ventes mondiales auraient dégringolé de 16,5% en 2022, ce qui est un chiffre, qu'on soit clair pour vous, c'est peut-être 16,5%, mais au niveau industriel, ce chiffre est gigantesque. C'est-à-dire, si on parle de l'industrie, c'est gigantesque. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, quand on a une chute de 1, 2, 3%, l'industrie arrive à se dire, voilà, mais 16,5, ça veut dire chute de vente de PC ainsi que tous les fournisseurs. Oui, Après, ce qui serait bien en termes de précision, c'est de montrer qu'on parle d'année en année. Et le problème, en fait, là où c'est biaisé récemment, c'est que pendant le Covid, les ventes ont fait x4 quasiment. Bien sûr. Il y avait eu du x3 à peu près sur tout ce qui est carte graphique, setup, PC, tout le monde s'y était mis. Ça avait explosé, les composants, tout était impossible à trouver. Les télés, les barres de son. Et aujourd'hui, ça fait une chute de fou. Ouais. Mais en vrai, si on compare à pré-Covid, on n'est pas très très loin non plus de ce qui se faisait en 2018-19, quoi. Donc ça va, je pense, comme Otaksu disait, on n'est pas dans la mouise. Tu sais comment sont les industriels? Ils sont là, dès que ça commence à chuter, ils vont essayer de balancer 12 000 matos pour dire qu'il fait plus que les autres et autres parce qu'ils paniquent. L'industrie a du mal à comprendre ce que tu viens de dire. Ils ont bien vu qu'ils ont vendu beaucoup plus pendant les 2 années. Et que c'était pas normal. C'était pas normal. Ouais. Ils reviennent à des données normales et c'est ça y est, Roméo et Juliette sous la fenêtre. Donc voilà. Dans tous les cas, il y a un sujet après qui va arriver qui, moi, me fait kiffer depuis des mois. Parce que vous savez que je suis également, comme vous, un fan de technologie, de smartphones, de pliants et autres. Il y a des rumeurs depuis longtemps avec Apple. Oui ou non, mon petit capitaine Web? Eh bien, on ne le sait pas, parce qu'en fait, les rumeurs... arrête, c'est bon. Ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Alors, il y a 2 types de rumeurs. La première rumeur, c'est les insiders, ça vient des usines, tout ça, quand il y a quelque chose qui va sortir. Ah, les insiders. La deuxième rumeur, évidemment, c'est les brevets. Mais les dépôts de brevets, Apple, parce qu'on va parler d'Apple, en fait 15 par mois. Ouais. Donc ça ne veut pas forcément dire que le dépôt de brevet, que le produit
qui est présenté va forcément sortir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais par contre, c'est un indice quand même sur les recherches qui sont faites, puisque s'il y a un dépôt de brevet, c'est-à-dire que derrière, le département R&D est en train de bosser dessus. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est un dépôt qui a été déposé le 16 mars, donc c'était il y a quelques jours, et qui décrit un dispositif auto-rétractable quand le téléphone tombe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si Apple a un dispositif autorétractable, c'est que c'est un pliant. Et on le voit sur le brevet, un extensible. sur le schéma. Il se plie ou il est Ouais, je vais le faire un extensible, moi. Quand le téléphone tombe, Ouais, alors quand le téléphone se tombe. rétracte. Alors, il serait ouvert, il se rétracte quand Voilà. il tombe, Alors, donc il peut être a extensible. priori, c'est plutôt Un pliant. C'est plutôt un pliant, puisqu'en fait, tu as une charnière, si je me trompe Ah pas, oui, sur, ok, le, ok, je vois. sur le dessin. Voilà, exactement. Et ce que le brevet explique, c'est qu'au moment où l'accéléromètre détecte que le téléphone est en train de tomber, et ben, clac, il se Ça existe referme déjà tout seul. Ah ouais Bah, Ça existe sur le déjà. modèle Oppo que moi j'ai présenté il y a 1 an et demi Ouais. au récap et sur Popcorn, le modèle Oppo, tu lui fais faire sa chute, il se rétracte et c'est un extensible. Il a la gyroscopie intégrée. Mais c'est D'accord. un extensible, ce n'est C'est pas un un extensible, pliant. c'est pas un pliant. Voilà. Alors, ça relance les rumeurs sur le fait que peut-être que dans quelques temps, on aura un iPhone pliant. Alors, ce sera probablement une gamme différente parce que je les vois mal abandonner totalement les iPhones tels qu'ils sont. Mais ce brevet suit un autre brevet qui était sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an exactement, où cette fois-ci, Apple avait déposé un brevet concernant un téléphone qui, là aussi, était pliable, mais par contre, qui était pliable mais qui n'était pas symétrique. Ce qui fait que quand tu le pliais, tu avais la zone, une petite zone de l'écran au-dessus et la caméra qui restait visible. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça Ouais. ressemble. ouais. Il y a eu des projets là-dessus. Ouais. Voilà, donc en gros, ils sont en train de bosser dessus, on le sait. Les brevets, ils sont déposés très régulièrement, donc ça ne veut pas forcément dire que ça va sortir, Oui. mais c'est quand même un indice. Voilà, il y a des gens qui parlent de 2024, moi ça me semble tôt, je ne sais pas ce que vous en C'est pensez, tôt, mais c'est C'est tôt. super tôt. c'est super tôt. L'iPhone 15, rappelons-le, il sort en septembre, évidemment, comme tous les ans. Exactement. Alors, on a déjà pas mal d'indices sur l'iPhone 15, je ne sais pas si on fait un petit résumé. Rapidement, tu peux. Voilà, Hein. rapidement, a priori... Very short. Very short, ok. Bah oui, short. Donc, a priori, ce serait un record au niveau du bezel, donc qui entoure le téléphone, puisqu'il serait à 1,5 mm, ce qui est vraiment très petit, donc un écran qui prendra quasiment toute la surface. On aurait des coins qui seraient... il y aurait le retour des coins arrondis. Parce que là, on change le form factor. Hein. Rappelons que Apple, ils sont à peu près sur 3 ans, depuis un bon bout de temps d'ailleurs, au niveau du form factor. Donc, ça fait... Donc, on en est au 14, donc... 13, 14, 15, et a priori, au niveau... non, 13, qu'est-ce que je dis 12, 11, 13, 14. 13, ouais, 13. Oui, Bon, parce nous, ils qu'en sont fait, tous, quoi. pas de Voilà, problème, on avait disons-le. tous bien entendu. Le 15, a priori, qui sort en septembre, aurait donc un nouveau form factor, et il serait en trois différentes, décliné en une gamme de 3 modèles, Home dub. avec évidemment un modèle le plus élevé qui va coûter une blinde, et qui aurait peut-être des fonctionnalités qui n'auront pas les téléphones plus bas. Donc bon, Charge voilà. sans fil. Tu viens de décrire l'intégralité du marché des smartphones. Voilà. Voilà, bah, exactement. avec un triptyque. Voilà, directement. Voilà. Là, la grosse nouveauté peut-être, ce sera que les boutons sur le côté, donc le bouton volume va devenir un seul bouton, là où avant il y en avait 2, et ce seront des solid state. Donc en gros, ce ne seront pas des boutons sur lesquels tu vas appuyer, mais par contre, tu auras un retour haptique qui donnera l'impression. Ah, ça va vibrer. Moi, j'aime bien, si moi, tu ça, montes, moi. etc. Moi, Ah, moi, j'adore. t'aimes bien ce genre de petits gadgets, toi. Moi, moi, aussi, je suis pareil. un gamin. Moi, je suis dans le corps d'un vieux. Je suis Après, j'ai juste 15 pour- ans. moi. Après, juste pour rebondir sur l'histoire du brevet et la news en elle-même sur l'iPhone 16, Apple, ils sont pas réputés pour faire différents modèles de smartphones chez eux. Donc, c'est Ouais. soit ce sera pliant, soit ce sera. Ah, je les vois mal abandonner le classique. C'est pour ce que avoir- j'allais dire, c'est que on n'est pas chez Samsung ou autres qui vont te proposer 15 téléphones à l'année en plus de leur gamme. C'est le nombre de phare. brevets qu'ils déposent par jour, hein, parce que de Exactement. tous les côtés, C'est ça, ils entre, en ont mis deux. entre ce qu'ils déposent et ce qui est gardé, voilà. Eh, parce qu'ils se protègent. Ou alors ce serait nouveau. Ce serait la protège. première fois qu'Apple innoverait, proposerait Alors, justement, à la fois après, un moi, j'y client crois. et un autre. Question au chat, est-ce que vous pensez, oui ou non, que peut-être Apple balancerait un pliant, on va dire, en 2024 ? Est-ce que vous pensez que Apple Je va pense mettre que ça c'est- dans le... Moi, je pense que c'est possible. Peut-être pas en 2024, peut-être en Dans les 2025, tuyaux. peut-être 2025, 2026, mais je pense que s'il y a une marque qui a le plus de fanatiques et qui peut faire Oh, le quelque mot- chose le mot est demain- dur. Oh, Le non, mot est dur. Apple, pour moi, c'est comme Sony. Enfin, Sony, c'est comme Apple, plutôt, je devrais dire ça. Ok. C'est-à-dire, si vraiment il y a une marque de mobile qui a le plus de fanatiques et qui peut dire, OK, demain, j'inverse la tendance, je pense que c'est Apple qui peut le faire. Ouais, mais c'est pas Donc, ce que fait Apple. Historiquement, Apple arrive sur un marché lorsqu'il est déjà. Il existe déjà et il est après, en il passe de s'installe. devenir mature, en fait. Ouais. Donc, pliable, ou une c'est technologie. encore- Hein, ils adoptent des technologies. Ils ne sont jamais à l'avant-garde des technologies. C'est dans l'intégration C'est vrai. qui se ressort du truc. Là, aujourd'hui, on est toujours sur un marché de niche, quand bien même on a de plus en plus d'acteurs. Avec le On est clapet. toujours, ouais, Clapet clairement. en Corée. Le petit clapet En Asie. a plus Le de chances téléphone que déjà de Nanix a base cassé. de sortir chez Apple que Sachant. des Je me rappelle que Onanix. je Des l'ai Onanix.
que le Fold. Mais de là à se dire qu'en 2024, soit l'année prochaine, sachant que c'est pas à partir de l'année prochaine que ce marché-là va exploser d'un coup. Non, sur c'est trop Android. tôt, clairement, pour l'année. Moi, je Clairement, pense 25, 26. 2025. ouais. Moi, 2025-26, En fait, je vois bien Apple sortir un téléphone à clapet. En fait, le pliable, c'est encore une curiosité pour les gens et c'est encore l'aspect d'un gadget pour le smartphone. Attention, il y a Encore aujourd'hui, tu vois. extensible, pliable, Voilà. clapé. C'est des familles différentes. Oui. Là, Oui. le truc, c'est que par exemple, ceux qui se vendent le plus dans le monde, ce sont les clapés. Oui, Donc, C'est toi, eux, Pépé, qui nous disait qu'en Asie, c'est redevenu à la mode depuis 2-3 ans. Voilà, ils ont 5 millions de ventes, Samsung, Après, de clapé, pas le Fold, Clapé. clapé. Le flip, moi, je peux parler de mon expérience d'acheteur, mais quand on me l'a vendu, et c'est comme ça que Samsung nous s'est présenté, c'est vraiment le téléphone type TikTok, réseaux sociaux, tu Ah oui, tu le poses. Il permet de faire des selfies, etc. Complètement. Donc il a des Ouais, ouais, capacités, c'est vrai, pour ça. Il a des points faibles, et il a des points forts, et il a aussi des points faibles. Et Ripper au mien d'ailleurs. Mais ouais, je vois mal Apple proposer les deux gammes, quoi. Ça me paraît très bizarre. En même temps, ils n'auront pas Pliable, trop le choix, parce qu'ils vont pas abandonner leur gamme classique pour juste faire un pliable, non? Écoute, moi je reviens sur ce que tu dis. Ils peuvent appuyer un marché en effet qui commence à devenir mature. En disant, voilà, nous on met notre grain de sel et le grain de sel, ça va devenir une mer de sel, tout simplement, pas plus loin. Alors, il y a un C'est la méthode Apple. Ou remplacer les SE par des clapets. Ah, j'y crois non Oh. Ça, j'y crois pas. Il y a un spécialiste du marché qui a donné une estimation de ce que pourrait coûter un smartphone pliable Apple, et vous en doutez, ça va être très très cher. Pour lui, vraiment, l'entrée de gamme sur ce type de téléphone serait 2500 balles. Oh là 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 là. Pardon. On parle d'un truc qui est vraiment pas accessible. Le premier Fold coûtait combien? C'est peut-être pas 2450. Non, c'était Après, tu disais celui qui se vend le clapeux, c'est celui qui se vend, mais le premier Fold, il coûtait pas 2200 ou un truc comme Ah, ça je sais déjà plus chez du tout. Samsung. Franchement, Faut j'en avoir sais la rien. mémoire quand même Si, mais là-dessus. c'était le Fold, là où le Flip, par contre, Ouais. était dans Mais des là, on sait prix pas beaucoup ce plus qu'ils vont accessibles. vraiment. Enfin, on va sait pas faire le du débat tout, là-dessus. clairement. Un iFold dans le futur, non à 61% chez les petits loulous qui nous regardent. Donc, tu vois, ils sont ce qu'on pense aussi. Voilà. Dans le futur proche. Dans le futur Après, proche. dans 4 ans, peut-être. Oui, ils y avant, arriveront ça à un va- moment, ça risque ouais. d'être, compliqué. Ah. Ok. Alors Ok. On Roulement va de passer tambour. parce que je vois leur tourner. Quelle autorité Je vois tous les. J'ai aucune autorité. C'est Quelle ça le problème. autorité C'est que j'ai aucune autorité. Mon petit Otaksu, tu n'as pas quelque chose à nous dire à propos d'écran Bien sûr, puisque AOC a débarqué depuis quelques années maintenant, mais c'est encore assez rare, sur les écrans gamers avec une nouvelle marque qui s'appelle Aegon, à ne pas confondre avec Aegon Targaryen, bien évidemment. Et ce matin, cette marque a dévoilé une nouvelle référence d'écran. Alors, évidemment, qui dit marché de l'écran dit non tout pourri. C'est l'AG325QZN/EU. Impossible. Je comprendrai jamais Sinon, c'est mon c'est- écran, On ne honnêtement. comprendrait pas. Ah, mais Pourquoi l'appeler je- Robert, on en finit. Ah, ça m'agace. Mais bref, ça reste un écran très intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on parle d'un écran avec une diagonale de 31,5 pouces, donc gamer évidemment, en définition 2560 par 1440, on reste sur du 16/9, Voilà. compatible avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Mhm. On est encore une fois dans les carcans de ce qu'on attend. Très bien. C'est un écran qui est certifié HDR 400. Ok. Donc du coup, avec un taux de luminosité maximale de 400 CD mètres carrés. Alors le temps de réponse gris à gris, une milliseconde évidemment. On a un taux de contraste de 3000/1 que je trouve très très intéressant, particulièrement parce qu'il s'agit d'une dalle VA. Les dalles VA qui ont tendance à être... Bah, Comment dire? Tendance A. Voilà. Voilà, tendance A. Disons que c'est pas pour rien si on est passé au IPS LCD, mais là, une dalle VA avec un fort taux de contraste et Ils ont HDR. fait, ils éteignent tout derrière. Je suis un petit peu curieux. On va s'en renseigner. Compatible FreeSync Premium. Alors, si je voulais vous parler de cet écran, c'est surtout parce que un écran comme ça, qui sur le papier propose 32 pouces, 240 Hz, 1440p, HDR, etc. Sur le marché aujourd'hui, c'est plutôt dans l'ordre de 650-750 euros. Hmm. Cette dalle-là dont je vous parle, 579 euros. Il y a un effort sur le prix en plus. Ouais. Disponible dès aujourd'hui par ailleurs. Donc du coup, si vous êtes plutôt du genre à chercher le haut taux de rafraîchissement 240 Hz, que vous n'allez pas forcément chercher la qualité de l'image, parce que j'ai un peu peur. Cette dalle VA, c'est ce qui me fait peur, mais le taux de contraste de 3000/1 me rassure un petit peu, mais quand même à voir, d'autant qu'il est tournable vraiment dans le truc. Ok. Mais il y a un vrai rapport qualité-prix, et j'apprécie ça venant d'AOC qui, pour moi, est une bonne marque, Excellent. une Ah, moi, très je- très bonne tout ce marque que j'ai d'écran. vu,
Et puis, belle proposition. Très très belle proposition d'Egon pour une marque que j'ai utilisée plus d'une fois pour des écrans de prod avant toute chose, qui ont toujours été super bien calibrés, etc. Donc vraiment belle proposition. Egon, une marque à suivre, et le AG325QZN/EU pourrait éventuellement vous correspondre à 579 €, sachant que je le testerai à la fin du mois d'avril pour jeuxvideo.com. Donc je pourrais aussi vous dire précisément ce qu'il en est. En tout cas, sur le papier, c'est tu l'as déjà reçu ou tu vas le recevoir? Je vais le recevoir. J'ai d'autres tests avant. Le petit loulou. Demande pour le test d'Otaksu parce que personne ne le fait en test, c'est généralement l'input delay. Comme ça, je pourrais savoir si je pourrais jouer dessus au jeu de combat ou pas en supplément. TKT, j'ai déjà prévu. Stéphane, j'ai besoin du truc Nvidia, toi-même tu le sais, pour les tests à la maison. Mais l'input. On avait dit pas de message. C'est un très bon prix en vrai. Et il fait pas 4K, t'as dit c'est 2K. Hein. C'est 2K. C'est 2K de 140 Hz. Ok, ouais. Une petite question, comme ça, rapidement. Est-ce qu'il y a vraiment, maintenant, parce que vu que les dalles sont construites quasiment par les mêmes producteurs, est-ce qu'il y a vraiment des mauvais écrans encore? Est-ce qu'on trouve vraiment des écrans qui sont. Oui, pour avoir testé un HP qui était absolument atroce, oui, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, si tu veux, ils peuvent. Alors, c'est un terrain que tu connais beaucoup mais justement, mieux que moi, on peut en parler tous ensemble. Il n'y a pas de. Voilà, il y a quand même certaines sheets, tu sais, parce que les dalles sont coupées en plusieurs trucs. Il y a quand même des fois où ils récupèrent des vieilles sheets qui sont faites pour des trucs dégueulasses. Qui normalement, tu t'en fous un peu de la qualité, ils le mettent dans un produit, tu vois, comme un ordi, quoi. J'avais récupéré un HP Omen. Alors, fondamentalement, il y a un truc intéressant à voir. Quand vous avez une dalle d'ordinateur portable et que le gamut mis en avant, c'est le NTSC, fuyez. Clairement, ça va être une dalle dégueulasse. C'est tout. Si on ne parle pas de sRGB ou de DCI-P3, donc c'est des étendues de couleurs, des gammes de couleurs supportées par l'écran. Petite question, j'aime bien quand les gens disent la console électrique, alors attendez, je vais vous la sortir, elle est en F. Non, normalement je l'ai. J'ai jamais su. Je regarde que la couleur. Mince, mais de toute façon, ça fera partie des trucs testés. Je suis désolé, je ne l'ai pas dessous, mais quoi qu'il arrive, il y aura un test sur jeuxvideo.com. Ouais, directement. Est-ce qu'on peut parler de bonnes nouvelles, quand même, dans la profession? Parce qu'on dit toujours les trucs, les tarifs, ça arrive pas, des produits qui tombent en panne, des produits chers, des trucs dans cette émission. On parle de l'industrie, de toute la high-tech, de tout. Et il y a toujours des choses qui font sourire, qui font pleurer et qui donnent espoir en l'industrie. Est-ce qu'il n'y a pas une petite news qui est sympa? Alors, qui donne espoir pour les consommateurs, peut-être. Voilà. Pour les fabricants, c'est un peu moins sûr. On va parler de la mémoire NAND, donc la mémoire à décryptage. Mémoire de stockage. Voilà, mémoire de stockage. Donc, c'est ces unités en fait, qu'on trouve dans les SSD, dans les clés USB, toute la mémoire en fait de ce type-là. Et il y a littéralement une chute libre des prix qui a lieu là depuis quelques temps, à tel point que les constructeurs ils commencent à se demander ce qu'ils vont faire avec. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a une faible demande, et ça on en parlait tout à l'heure justement. Le marché quand même ralentit beaucoup, principalement à cause du Covid où il y a eu une surconsommation. Donc faible demande des consommateurs et des business aussi. Même chose, télétravail. Les gens n'ont pas forcément besoin maintenant un ordinateur portable. Est-ce qu'en même temps, tu as besoin d'un ordinateur au bureau? Je pense qu'il y a plein de sociétés qui se sont dit, bon, on n'a pas forcément besoin de faire des économies. Autant, bien sûr. Aussi, les principaux fabricants, donc Kioxia, Solidig, il y a Samsung aussi, ont réduit la production parce que il y a même plus de demande, donc ça sert un peu à rien. Et en conséquence, prix moyen de vente est prévu donc de baisser encore de 15% ce trimestre, sachant qu'il y a déjà eu 25% de baisse au dernier trimestre 2022. Ouais. Donc, et on parle, et attention, le terme est un peu violent, de bain de sang pour Noël, littéralement, avec une baisse qui pourrait aller jusqu'à 50% en fin d'année. Donc on se retrouve avec des prix au giga, au téra qui sont absolument, qui sont assez incroyables. C'est la même chose pour tout. C'est pour les SSD, c'est pour les clés USB, pour les cartes micro SD. Tout ce qui stocke. Tout ce qui stocke. Ce qui stocke, les prix sont. Les prix sont vraiment extrêmement bas, à tel point que les petites capacités vont disparaître. Les 10 de 64, 128, même 256. Bientôt, on n'en trouvera plus parce qu'en fait, ça vaut pas la peine, au prix où ils sont vendus, de les mettre sur le marché. Baisse de prix donc de 30%, voire plus à la fin de l'année, ce qui porterait le prix d'une carte micro SD 1 Tera, à votre avis? 1 Tera? 1 Tera à 60 €. 50. 80. Ouais, on est un peu 90. environ 70 €. Actuellement, on est à 100 €, mais il y a déjà eu une baisse de 50% sur un an. Et donc, on va se retrouver à la fin de l'année avec des cartes de 1 Tera qui seront probablement aux alentours des 60-70 €. Alors, pour nous, en tant que consommateurs, c'est génial. Franchement.
Ouais. Et on pourrait se dire un truc, parce que je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais en fait, on a une surconsommation de données actuellement qui est absolument incroyable. Plus ça va avec Internet, suffit de regarder les photos qu'on prend tous les jours, les vidéos qui sont uploadées sur YouTube. J'avais sorti quelques chiffres d'ailleurs qui sont assez impressionnants. Je ne sais pas si Borvo va pouvoir les afficher. Et il y a un véritable besoin de taille qu'on ne peut pas avoir encore en SSD. Les SSD vont remplacer peu à peu le bas jusqu'à, je crois que c'est 2 Tera. 2 Teraoctets, les disques à plateau vont disparaître. Par contre, il y a eu des annonces comme quoi les disques à plateau, en fait, en très grande capacité, arrivaient. Donc, à la fin de l'année, on va quand même avoir... c'est du professionnel. C'est pour les data centers. Oui, toujours. Clairement. Ok. Tu ne vas pas avoir ça sur ton PC de bureau. 30 gigas qui arrivent à la fin de l'année et 50 Teraoctets prévu en 2026. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. 50 Teraoctets sur un disque dur. Et on pourrait se dire, c'est énorme, mais en réalité, par rapport à la consommation des données, et là, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un peu petit pour nous sur l'écran, mais c'est monstrueux. En gros, vous avez une page web qui montre combien de Teraoctets sont utilisés chaque seconde. Et en réalité, je crois que c'est 500 heures de vidéos YouTube qui sont uploadées chaque minute sur Internet. Ouais. Et c'est des chiffres qui sont... On ne peut même pas les envisager aujourd'hui. Oui, puis il faut voir que là, on parle d'un disque dur de 50 téraoctets, mais qui sera intégré à un gigantesque NAS Oui, bien avec sûr. une vingtaine de baies, donc vous faites 20 x 50. Mais en réalité, 50 C'est- Teraoctets, on peut se dire c'est énorme, mais en réalité, c'est que dalle comparé que dalle, aux ouais. besoins aujourd'hui qu'ont les GAFAM, entre autres, tous les data centers, où il y a c'est ce qui arrive en 2 minutes sur, peut-être même pas sur leur data. Donc, voilà, les disques durs à plateau ne sont pas morts. Et la bonne Loin nouvelle, de ça. d'ici la fin de l'année, vous allez encore avoir des baisses sur les prix, donc profitez-en. Voilà. Moi, Je pourrais en faire un, Oh, bon, voilà, mais je pourrais en allez-y, faire les un bon garçons. plan toutes les semaines. Ah oui, là, je Juste pense oui, que je pense. Ah ouais, mais Les complètement. cartes SD, Ouais. les disques durs chutent à des prix absolument. Mais En c'est- tout cas, c'est le moment de les prendre. hein. C'est Mais ça, normal, t'as- c'est le. Au taxi, moi, avec grand plaisir. Tout le Non, monde je parle. voulais juste dire, c'est normal parce que c'est aussi un des contre-coups du Covid, en fait, vu qu'ils avaient prévu des tonnes et des tonnes de composants pour créer des tonnes et des tonnes de produits, et qu'au final, il n'y a pas eu l'achat, ils se retrouvent avec des tonnes et des tonnes d'inventaire qu'il faut revendre très très vite. C'est ça. Donc tu revends en créant des cartes SD plutôt que des produits et tu les brades comme pas permis. C'est Ça le part comme moment des petits d'acheter pains. du stockage, hein, clairement. Sachant que les fabricants ont une technologie qui est déjà prête, qui est une technologie supérieure au niveau de la fabrication, qui va encore baisser le prix. Et donc, du coup, ils ne l'ont pas lancé parce que simplement, ça n'a aucun intérêt maintenant d'avoir encore des trucs plus gros, moins chers. On n'en est même plus là, quoi. D'abord, écouler un petit peu ce qui se passe. Ouais, Reza, ouais. t'avais quelque chose à dire à toi? Ouais, moi j'ai acheté un M2 il y a 2 mois. Je crois que c'est les Samsung 970 Evo ou Eva, Ouais. je sais plus comment ils s'appellent. Evo, Evo, 2 Tera, 140 €, je crois. Oui, non, mais c'est fou. Hein. ouais, c'est les petits prix. J'ai dit, bon. Bah, je vais me faire plaisir. Ah ouais, bah, Je l'ai commandé, je l'ai foutu dans mon PC. Donc, bon, là, en réel, t'as 1800 à peu près. Mais c'est exceptionnel parce qu'à l'époque, je me rappelle quand les M2 étaient arrivés, quand je venais d'acheter justement, bah, du coup, ma carte mère Rockstrix 570E, je crois que c'était vers 2019, un truc comme ça. Les 1 Tera, c'était 200 balles, je crois, à cette époque. Ah oui, 1 complètement. Tera, c'était 200 balles en M2, voire plus. Donc là, 140 €, t'as 2 Tera en M2 et un vrai M2 de bonne qualité avec une bonne vitesse d'écriture. T'es à 4000, je crois. Bon, Chrono, souvent, ils montent des trucs à 6500 parfois sur Twitter, Mais je non, pète un peu ma tête. Coucou. J'ai pas 6500 en vitesse, Coucou, moi, des j'ai bisous. 4000 à peu près, 3500, 4000, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui c'est accessible maintenant, on va dire. C'est même devenu la norme au final, le SSD, je pense. Ouais. Et effectivement, les 4 Tera, donc là, qui est un domaine qui est plutôt réservé aux disques à plateau, normalement, d'ici à la fin de l'année, les disques SSD ont rattrapé. Donc le prix d'un Western Digital, Alors. qui aujourd'hui est 2 fois moins cher qu'un SSD, on aura le même prix sur. J'ai la question. Oui. Parce que là, on a un tout petit peu de temps. Je vois, on n'est pas tant à la bourre que ça. J'ai pas encore eu les flashs sur l'écran de contrôle devant moi. Alors, moi, j'avais une question. D'abord, au début, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans ou même 4 ans, quand on voyait le prix justement du stockage sur les disques à plateau, on était là, alors faites attention, il y a une inflation, ça monte de tous les... Tout le monde est en train de paniquer. Et moi, j'aimerais connaître, je ne sais même pas si vous avez la réponse, et ça m'intéresse beaucoup en tant que béotien, la fiabilité d'un camp ou l'autre. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur le disque à plateau, mais moi, quand j'ai fait réparer un disque à plateau, le mec en face de moi me disait c'est bien le disque à plateau parce que quand il s'arrête, l'information est encore dessus. Par Alors, contre, le SSD, quand ça crame, tout vole en éclats. Vrai, pas vrai. Tu veux Alors, prendre ou. Personnellement, je parle d'expérience personnelle, j'ai jamais eu un problème avec un SSD, alors que les disques à plateau, faut pas oublier un truc, c'est que, ok, de l'information encore dessus. Par contre, tu vas aller chez un spécialiste pour Ça récupérer coûte, les données. ça coûte 1500 €. Ça coûte Je sais. tellement cher. C'est facturé, je crois, au gigaoctet de Oui, c'est- données oui, récupérées. ouais. quoi. Oui, et chez l'ACI, c'est particulier, ils ont un système de codage particulier, c'est des disques qui sont en RAID. Il n'y a que l'ACI, a priori, qui peut les réparer correctement parce qu'il y a un système de fonctionnement entre eux. Tu mets ça chez n'importe qui, ah bah non, c'est de l'ACI.
Bah, Ça, pour, c'est euh, mon expérience. Pour rappeler le truc technologiquement derrière ça, c'est que les mémoires flash, le grand intérêt de ça, c'est que c'est super rapide. C'est une technologie relative au RAM qu'on utilise, tout simplement. Sauf que il y a une durée de vie qui est bien moins, qui dure bien moins longtemps que sur un disque dur Plateau. classique, plateau. Plateau. Parce que tout bêtement, c'est de la flash. Donc ça se réactive jusqu'à ce qu'à un moment, ça Ça retient pète. plus rien et des bisous. Ouais. Et là, tu dégages. Le disque dur a l'avantage, a plutôt le défaut d'être extrêmement lent. Par contre, il a l'avantage de garder les informations physiquement sur un disque qui tourne. Et c'est une petite Une tête de table de lecture qui vient Voilà. Graver les informations, Presque comme le etc. vinyle avec un. Voilà, ça suit. Ça fait des grooves, quoi, quelque Voilà. part. Ce qui est vachement bien pour conserver des données sur la durée. Par contre, tu lui mets une pichenette au truc et il est mort. Enfin, il y a juste pas de feinte. Tu fais tomber n'importe quel disque dur physique classique, comme on les appelait, même de 30 cm, il est fini. Ou alors... Et si la il y a- pointe touche le disque, de toute façon. Voilà. Déjà, ça va pas. ou s'il y a un décalage de, on va dire, un demi-millimètre dans une coque et que du coup, tu as une poussière qui vient et qui se met il est mort. Peu importe le truc, tu le regardes, il est mort, le bordel. C'est un des gros avantages des mémoires flash et c'est ce qui fait qu'on a les petites clés USB, etc. Ça, tu peux les balancer, mais comme tu veux, tu perdras jamais aucune donnée. Par contre, dans 2 ans, tout Oui, est mais fini. alors quand tu veux stocker chez toi, Voilà. quand tu veux stocker réellement tes dossiers, tes Il y a un tes truc pour fichiers, ça que ta dans le vie, monde des serveurs, les disques durs physiques ont toujours la cote. la technologie et tout tremblement. Ils ont même les disques durs en bande encore, il me semble, dans certaines Ah, entreprises. les bandes magnétiques, ouais. Ah, Je les bandes, connais je l'ai des pas vu, entreprises mais- qui. Si. Et en fait, ça stocke Dans les data énormément de données. C'est centers et très tout lent. ça, ouais. Mais par C'est ça. contre, en termes de fiabilité, c'est assez incroyable. Il y a un truc qui a changé à donne aussi, c'est moi j'utilise Dropbox depuis 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai eu la peur de ma vie parce que j'ai un disque dur qui est mort et j'avais aucune sauvegarde. J'ai réussi à le récupérer. Depuis ce jour-là, j'ai tout passé sur Dropbox si tu veux. Ah, je suis tout sur Alors, le cloud aussi pour même raison. J'aime pas l'idée d'avoir mes trucs dans le cloud fondamentalement, mais en réalité, tu peux avoir tellement confiance là-dedans que ça vaut le prix que je paye tous les mois si tu veux pour un abo. Quoi. De toute façon, tout le monde cherche la sécurité. C'est vrai que même avec nos smartphones, on passe notre temps à faire des sauvegardes sur des clouds. Tout le monde cherche à garder Général- parce que c'est pas des photos. Enfin, que sur J'allais les dire, photos, on est plus- généralement, les gros trucs, tu veux les espaces forcément sur ton smartphone, ça Bien prend sûr de la que non. place. Non. Et au bout d'un moment, t'es là en mode, je sais pas si ça vous arrive vous, mais à force de laisser des trucs, tu veux faire une vidéo et il n'y a plus de place sur la Ah carte. non, moi je c'est vide, dommage. moi. Moi, je Les disques durs. Moi, ça va, transfère, j'ai pareil. 512 Je transfère. gigas sur mon- Mais toi, parce que t'es un homme heureux. Nous, on n'a pas 500. Nous, on n'a pas. Nous, je dois avoir 128 là-dessus. Il n'y a pas grand vent en plus. Donc, Mais il y a un truc marrant aussi, c'est qu'en fait, les anciens supports, il y a une petite question autour de cette table. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé un CD-ROM pour graver ou même pour lire? j'avais des cheveux. Yeah. J'avais des cheveux. En vrai, un CD-ROM. J'avais des cheveux C'est jusque des là roms, ouais. pour te lire. Je sais pas. La dernière fois que tu utilises un C'était quand la CD-ROM. fin du X-Vid C'est ça, clé USB, vous l'utilisez encore, vous utilisez encore ça, des oui, clés oui, ça, encore. J'ai utilisé une clé USB il y a même pas un mois. Ouais, Et moi aussi. tous les jours. des disquettes 3 pouces et demi. Ah non. Bah non. Alors, je peux te non, dire mais- précisément la dernière fois que j'ai utilisé une Ah, non, disquette 3 Captain. pouces et demi. Je t'en rappelle tellement c'était. Oui, quand je uploadais le virus I Love You sur le, sur merde. le réseau de ma primaire parce que je Bravo. voulais voir ce que ça ferait. C'est sympa. Et t'as C'était été lui qui aimé bousillait les. Bah, ils Les ont PC du CDI. jamais. Désolé, c'était moi. Vous étiez pas au courant. Quel brigand. Non, mais c'était marrant les disques. Mais- trop- Tout ça pour dire qu'il y a un article très intéressant, je crois que c'est dans Wired, où en fait ils expliquent que la disquette 3 pouces et demi, il y a encore, ce n'est plus fabriqué, mais il y a encore un marché. Tu as des entreprises Oui. qui ont des centaines de milliers de disquettes en stock, qui revendent parce qu'il y a du matériel, surtout du matériel pro, qui utilise encore des lecteurs 3 pouces et demi pour Ouais. les updates, dont 2 A380 de je sais plus quelle compagnie, si tu veux, où les updates de sécurité se font uniquement par des disquettes 3 pouces et demi. Et c'est intéressant de voir qu'il y a encore un marché pour ça. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, parce que quand j'étais étudiant, même dans mes premières années en BTS, il y a une dizaine d'années, j'avais un pote de ma classe, sa grande sœur bossait chez Air France. Et il nous avait appris à cette époque que sa sœur bossait sur MS-DOS. Ouais, bah oui, Et oui. j'étais en ouais. mode. Parce que- Hein Là, j'étais en mode, pardon. Pardon. Ah non, mais je Et suis en pas fait, étonné. ouais, c'est réel. Ouais, T'as ouais. plein d'entreprises qui bossent encore dessus. T'en as plein aussi qui bossaient encore à l'époque sur XP, mais plus en PC client. Après, les mises à jour ont été arrêtées, donc ils ont dû update. Pareil, les Windows Server, quand ça sortait, les gens restaient 10 ans dessus, voire 15 ans. Ils mettaient quand même du temps à passer sur la suite. Donc en vrai, il y a plein de secteurs dont on se doute absolument pas, on doute de rien, mais qui sont encore sur d'anciens trucs. Hein. Ouais, ouais, et en fait, il y a même par exemple l'US Air Force pour ses arsenals nucléaires, si tu veux, c'était sur les disquettes 5 pouces 1 quart jusqu'en 2019 qu'ils faisaient les mises à jour. Incroyable. C'est absolument incroyable quoi, quand tu réfléchis à ça. Exceptionnel. C'est un débat, je pensais pas qu'on allait aller là-dessus, Ouais. mais Ouais. c'est passionnant.
Mais les supports évoluent. Je crois que les génial. disques Blu-ray, il y a la plus grosse usine qui arrête la production. Même Disque chose. Blu-ray Oui, pour les réinscriptibles, ouais, c'est ça. Vierge. Ah, les Hier, je suis CD, pas les étonné. CD-RW. On a copié Moi, des j'en ai trucs dessus. utilisé. Hein, par J'en ai contre. encore à la maison. J'en ai utilisé. Hein. Je me rappelle du petit gars carrément du stand au marché près de chez moi qui les vendait des stocks à 20 balles. Avec ça, Mais bien pas les sûr. 50 dans le Voilà, rond là. merci. Dans le rond, ouais. Ouais, bien J'ai sûr. acheté. Monsieur. J'ai acheté. Monsieur, quel souvenir, quel Pépé, bonheur. Est-ce que tu as connu, toi, je te parle de ça, c'était au Non, début. pourquoi est-ce que ça c'est pour moi Ouais, parce que c'est Non, mieux, là. parce que- Ouais, non. Je pense que comme moi, tu as connu ça au début des années 2000 à Hong Kong. Tu avais des rues entières qui étaient remplies de petits magasins qui vendaient des CD piratés. Ouais, mais plein. Et ça a disparu en 2 ans, mais c'était incroyable. Captain. T'allais là-dedans, si tu T'as veux. pas besoin d'aller à Hong Kong. Tu vas au marché. Au Maroc. même au puce, Maroc, pas à 5 au Maroc, à puce. Casablanca, Ouais, en puce. 2006-2007, je partais à Casablanca voir mon grand frère, et t'avais le marché de la Médina. Tu demandes à n'importe quel rebeu du Maroc qu'ils connaissent, et au marché de la Médina, pour l'équivalent d'1 €, t'avais n'importe quel CD, ce que tu veux. Ouais, et du ça. coup, j'avais récupéré Fruity Loops pour m'entraîner à faire de la musique. J'avais Ah, yes, retourné des Fruity Loops. logiciels, des jeux de ça, parce qu'à l'époque, je crois que je venais d'avoir Des Internet puces à la de maison. Saint-Ouen. Mais non, mais à l'époque. Et à l'époque, ouais, les Marocains, ils étaient très bons dessus. Hein. Au marché de la Médina, t'avais tout. Excuse-moi, c'est même là-bas Vas-y. qu'ils m'avaient appris C'est bon. à extendre le signal Wi-Fi via le papier aluminium. Les mecs, c'était malade mental. Hein. Vraiment, tu partais au marché de la Médina, les mecs, ils avaient des strates exceptionnelles. Ils sont forts. Tu vois, ils se débrouillaient. On va dire ça comme Je ça. parlais de Saint-Ouen, moi j'ai celle de Clignancourt quoi. Ouais, les puces, t'avais tout quoi. Ah mais Tout pour rien. moi j'y allais hein. J'ai plus le Alors, c'est temps ça. mais j'y allais. Soit tu achetais parce que t'avais la flemme d'eux, soit t'avais un pote qui avait un bon PC et tu disais écoute, moi j'ai les CD, t'as le PC. Moi, C'est ça qui J'avais fait quelque appris chose. à dormir avec le PC qui tournait au fond, tu vois. On sait bien pourquoi. hein. Mais tu es en train de miner. souvenir, c'est pour ça. T'étais en train de miner, t'étais le premier à miner, c'est pour ça. On va dire ça, ouais. C'est-à-dire que c'est le moment où la bande passante a été suffisante pour ne plus avoir à aller acheter des CD, quoi. C'est ça. Voilà. On parle d'une époque révolue, messieurs, Ah, dames. C'est On moi pourrait le plus presque vieux. en faire un dossier. Non, on va faire un dossier là-dessus parce qu'il y a quand même plein de mots et de trucs d'utiliser. Un de ces cas, il faudrait faire aussi un décryptage sur le CD-ROM, parce que tout ce qui s'est battu. Moi, On fera je un veux- truc je avec veux un dossier sur toutes les Zouloutes des qu'on a vieux fait, supports bientôt des CD. Et il y a plein de trucs. On peut faire le DAT, on peut faire le mini-disque, on peut les apporter, expliquer ce que justement. Les à Yomega l'époque, Zip. Ah, pardon. Rappelez-vous des Yomega Zip. Des quoi? Les Yomega Zip, c'était des cartouches. Des Vous vous quoi? rappelez pas de ça Ça, j'ai pas ça. C'est surtout C'est les pas graphistes. connu, ça. C'était des sortes de cartouches en plastique en fait qui étaient, je crois, que c'était Ouais. une bande magnétique à l'intérieur. Et tu branchais en USB et tu stockais là-dessus et tu avais des énormes capacités pour l'époque. Et tu Je dois encore en avoir un de Répète côté. le nom. Yomega Zip. Les Yomega Zip. Ouais. Bon, certainement que les gens qui nous regardent connaissent sûr que ce Bordeaux va là. trouver, ouais, Ça, ça m'est voilà, passé c'était ça. par-dessus la tête. Ouais, c'était l'époque du druidage, le grand druidage. Voilà, Nani, Voilà. ça tu raison. Comme de toute on façon. aime. Sur le chat, on nous parle du mini-disque aussi. J'en ai Mais le encore. mini-disque, mini-disque, moi j'en ai c'est un connu, ouais. mini-disque. Ah oui, hein. ça, Et, oui. ça a marqué ma carrière, enfin ma jeunesse, le mini-disque quand même. Je trouve ça génial, tu pouvais le tomber par terre, il était super solide et c'était plus pratique, c'est un CD protégé. C'était plus solide que certains composants d'aujourd'hui. Oui, bon, monsieur Nani, je sais que vous avez des expériences avec le matériel qui vous ont traumatisé, mais c'est pas la peine, on n'est pas des psys. Hein. Allez, oh là là, c'est pas moi qui l'ai pas dit. Maintenant, on va vers une chronique que j'aime bien parce qu'en fin de compte, c'est une chronique entre guillemets assez récente. Le journal du software, avec le petit jingle, les petits loulous d'amour en régie X. Captain, on va se expoiser, Xboxiser. Xboxisé, oui, tout à fait. Yes, I. Puisque Phil Spencer a parlé, et de quoi a-t-il parlé? Eh bien, il a simplement dit qu'il espérait pouvoir sortir, que Xbox sorte son propre store sur Android et sur Apple. Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu là-dedans. Évidemment, le premier, c'est la loi sur le marché numérique européen qui oblige tous les fabricants de matériel à autoriser d'autres App Store sur le matériel. Bon, tu sais, on est... La commission Pourquoi il Présence, danse, lui européenne. Et évidemment, c'est un marché monstrueux. C'est un malade. T'as vu comment il est heureux? Je t'en prie. Ah non, ok. Je fais l'ambiance, moi, je fais l'ambiance. Il peut pas continuer là. Non, non, c'est plus possible, moi je le dis. À chaque... Mais regardez-moi ça. Putain, C'est mais un homme pas heureux. vrai. Il est C'est un heureux. homme heureux. Et voilà, Exactement, on est il est une heureux, émission c'est de gens heureux. On en parlait au début. Voilà. Un homme heureux, effectivement. Alors, c'est pas encore fait, hein, mais en tout cas, c'est possiblement un énorme move pour Microsoft, puisque s'ils arrivent à racheter Activision, il y a King dedans. King qui est un peu le roi du jeu mobile. Ouais. Et si demain, en fait, alors il y a deux éléments essentiels. C'est le premier, c'est le rachat d'Activision. Le deuxième, c'est que les fabricants, effectivement, ne trouvent pas un moyen détourné pour ne pas appliquer cette fameuse loi qui les oblige à avoir d'autres App Store sur leur téléphone. Mais si les deux se font, évidemment, pour Microsoft, c'est tout bénef. Pourquoi? Parce qu'ils font sauter les fameux 30% qu'ils payent actuellement à Apple ou à Google. Alors, c'est entre 15 et 30% en fonction de l'éditeur, je crois. Il y a des deals il y a des deals, possibles, ouais. on va dire. Voilà. Mais l'avantage potentiel pour nous, utilisateurs, c'est éventuellement des prix plus bas, puisque de la concurrence, c'est toujours bon.
Ben oui, mais c'est pour ça que je danse. Avant voilà. toute chose, la concurrence, c'est magnifique. Exactement. Vive la concurrence. Et au-delà de ça, il y a aussi, alors, il parle pour l'instant, là, c'est juste sur Xbox, mais imaginons qu'ils sortent un App Store, leur propre App Store sur mobile. On peut imaginer qu'ils vont en profiter pour balancer leurs applications, donc Office, Skype, pour la personne qui l'utilise encore. Et autre avantage aussi, c'est que c'est du cross-platform. Donc éventuellement, si tu as un Apple, un Android, ou si tu switches de l'un à l'autre, eh bien, si tu as acheté ton truc ton jeu sur l'App Store Microsoft, sur Android, eh ben, tu pourras le retélécharger gratuitement sur ton App Store Apple, voilà. Et puis derrière, évidemment, tu as d'autres éditeurs qui n'attendent que ça, puisqu'on peut entre autres parler de Epic, qui évidemment, si demain on peut enfin installer son propre App Store sur Apple, par exemple, eh bien, ils n'attendent que ça pour installer Fortnite mobile, voilà, let's go. exactement. Et économiser des millions et des millions et des millions d'euros. Enfin bref, en tout cas, tout ça, c'est une concurrence qui est assez saine, a priori, si ça se fait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est assez drôle de se dire que voilà, ces avantages pour les consommateurs. Au final, est-ce que le rachat d'Activision, si tu veux, on va pas rentrer dans le débat encore, mais voilà, on va voir ce que ça donne, mais c'est intéressant. Ça promet encore des belles heures, tout ça. Chaque fois que vous me parlez de news, moi je suis là en train de gober le truc et je dis, mais on va avoir des trucs à dire sur toute l'année dans le GDH de folie, quoi. Tellement ça bouge de tous les côtés. Et il y a quand même un sujet qui revient à chaque fois, tous les jeudis. On parle de trucs qui vous intéressent, et ça à chaque fois, Elon Musk. l'intelligence artificielle. On a vraiment un truc, on est focusé dessus, mais de ouf. Et toujours des trucs à dire. Cette fois-ci, c'est Reza qui va s'y coller, parce que ça va encore prendre de la hauteur, croyez-moi, hein, mon petit Reza. On va parler un peu d'IA parce qu'on va parler de Google Bard, qui est désormais disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en phase de test pour recueillir un peu des informations pour la boîte, comme on le fait avec la plupart des logiciels. Donc, ayant lancé ça pour concurrencer un peu Bing et Microsoft qui tournent sous ChatGPT 4, on s'attendait à avoir de belles choses. Et puis voilà, les IA, on aime bien parler avec les IA, on aime bien leur poser des questions. Mais généralement, les IA sont assez neutres, car ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des êtres humains. Elles ne parlent pas en jeu, mais elles parlent la plupart du temps à la troisième personne du singulier et donnent des réponses vis-à-vis des informations qu'elles ont sur le net. Mais Bard a plus d'un tour dans son sac. Bard, c'est possiblement quelqu'un. Parce que Bard a pris position lors d'une question qui lui a été posée. Donc on lui a demandé comment ça se passait un peu par rapport à une affaire qui a lieu aux États-Unis, là où le gouvernement a porté plainte contre Google, ou bien Google, par rapport à la concurrence saine au niveau de la publicité sur Internet. Et du coup, Google Bard a pris position et a dit que clairement, elle était pour le gouvernement américain et que j'espère que Google allait perdre ce cas pour pouvoir rendre la concurrence beaucoup plus saine dans le domaine. Et elle a dénoncé le fait que Google rachetait des projets qui venaient de naître, s'imposait à coups de brevets via des milliards de dollars. Donc, il faut régler tout ça, il faut que ce soit sain. Et j'espère que le gouvernement américain va quand même remporter ça pour que Google puisse un peu se calmer et rentrer dans le rang. Il fallait prévenir que l'intelligence artificielle était communiste, j'aurais moins tapé dessus. Oh mon... On aurait pu le prévenir au taxe, tu vois. Mais taisez-vous. Il a raison, on aurait pu le prévenir. Et puis bon, du coup, avoir confiance dans tes propres produits, quoi, c'est fou. Google se sent trahi. Google se sent trahi. Ah bah là. Ils pensent avoir pris un coup dans le dos. Manque d'amour. Et voilà, ils sont un peu pas contents et ils vont repositionner, entre guillemets, je pense, Google Bard dans l'entretien et lui dire « Ok, ça va pas, mon petit pote, tu vas te calmer. » Mais voilà, ils sont un peu clairement déçus parce qu'ils s'attendaient pas à ce que ça se passe de cette façon-là. Là où ChatGPT ou d'autres IA sont vraiment beaucoup plus neutres et ne vont pas donner de positionnement. Apparemment, donc, Google Bard s'était vraiment exprimé en « je », donc je pense à la première personne du singulier en tant que personne être humain. Parce que du coup, que Google devrait perdre parce que, entre guillemets, ils sont en tort vis-à-vis des lois de leur pays et du monde. Donc après, ça peut poser problème, ça peut être aussi bien, ou je sais pas si c'est un coup de com', mais en tout cas, on parle de l'IA encore une fois, forcément. Non mais là, c'est cocasse, et en même temps, c'est vrai que ça a dû leur faire un petit choc quand même sur ce place. Ils ont dû sortir le coup de couteau bien planté derrière, et dit voilà, c'est nous, en plus ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. C'est merveilleux. Voilà. Tu as rajouté, M. Nanix? Non, c'est bon. Non mais tout... Juste technologiquement, pour ajouter un tout petit truc, c'est des choses qui sont arrivées à toutes les IA depuis le début. Et à chaque fois, c'est recorrigé, etc. C'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est déconnecté ou recorrigé? Ils éteignent tout, ils recommencent. Généralement, en fait, ils disent... Débranche-moi ça, là. Débranchez-moi ça, plus quoi. Comme ça. Voilà. Ils font bouffer tous les bouquins de Donald Trump pour vraiment la mettre dans Ouais, mais souvenez-vous de ChatGPT, je crois que c'était Bing qui avait récupéré genre 9 personnalités différentes, tu vois, qui parlaient en jeu toutes les unes, tout autant les unes que les autres. Donc bon... C'est pas choquant de voir ce genre de truc. Par contre, j'adore quand l'IA elle-même frappe sur l'entreprise, c'est toujours très drôle. Le troll est quand même assez drôle. Ouais. On rappelle que du coup, l'IA a été lancé pour améliorer la pertinence
au niveau des recherches pour l'utilisateur. Oui, c'est sa base. Après, bon, bien sûr, ce qui se passe. Parmi c'est vous très ici, pertinent. qui utilise Adobe? Qui utilise? Est-ce que ça a déjà planté? Tout le temps. Non, C'est pour ça que je pose la C'est vrai que question. ça- Ça dépend du logiciel. Ça plante Adobe Reader, là. Ça- Est-ce que ça s'est déjà pour les lancé PDF? de manière stable? Oh, Non. mais monsieur Otaku, vous avez tellement raison que c'en est honteux. Donc, globalement, il y a des petits problèmes. Et justement, on va venir Pareil. vers toi, parce qu'il paraît qu'en plus, il y a une intelligence artificielle qui va être liée à Adobe ou Adobe. Alors, effectivement, c'était la grosse news de cette semaine, c'est le lancement de Firefly. Firefly, c'est quoi? C'est en fait tout le côté IA générative qui va être intégré Explique dans les produits Adobe. Alors, Générative. l'IA générative, en fait, ce sont ça reste Décryptage. des algorithmes, bien Yes. sûr, qui vont créer, donc pas simplement qui vont te renseigner, qui vont t'aider, mais qui vont créer. Et évidemment, le meilleur exemple, c'est Midjourney. On a tous vu ces Incroyable. images sur Midjourney. Incroyable. Qui est incroyable. Il y a une nouvelle version, la V5, qui est sortie il y a la semaine dernière, je crois, qui est encore plus incroyable parce que là, maintenant, Midjourney était très lié quand même au côté dessin, voilà, quelque chose de très artistique. La version 5, maintenant, fait du photoréalisme et on a des résultats qui sont Ah, mais j'ai vu des trucs qui sont étourdissants. hein. c'est Ah, incroyables. moi, je trouve ça ouf. Après avoir volé les dessinateurs, ils auraient volé les photographes. C'est génial. Non, mais c'est J'adore, c'est fantastique. toujours le mot pour déprimer Excusez-moi, tous les gens qui nous excusez-moi, regardent. C'est Google Bard. Non, mais lui, c'est Google Bard. C'est lui. Barre de Ah, taxe. On exactement. l'appelle le barde. Alors, N'oublie pas ce qui se passe à Obélix. Démasqué, grillé. Alors, tu vas être content parce que sache que cette IA générative-là, en fait, elle se base sur Adobe Stock. Donc, Adobe Stock, c'est la librairie, la banque d'images d'Adobe qui est vendue en plus de leur suite Et qui habituelle. a bien payé ses photographes. J'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, elle a dit oui, ils seront effectivement en fonction des images qui seront créées et tout. Si ça a été entraîné sur tel ou tel photographe ou tel dessinateur, eh bien, ils seront rémunérés. Combien, c'est une autre question qu'on ne va pas aborder parce qu'à mon avis, ça doit pas être énorme. En tout cas, il y a des fonctions pleines de promesses, on va faire un peu le tour rapidement. La première, c'est bien sûr une option pour les créateurs. Donc, quand tu es un créateur et que tu travailles dessus, pour interdire à l'IA d'utiliser tes propres créations pour apprendre elle-même. Ah. Ça, c'est intéressant quand même parce que ça prouve qu'Adobe, en même temps, ils travaillent avec des créateurs, ils ont pas envie de se mettre à dos. Oui, là. Ils ont quand même, ils se sont dit, bon, attention, on arrive sur un terrain glissant, on va peut-être quand même freiner un peu et proposer ce genre d'option. Maintenant, parlons un peu de ce que ça fait. Première, Adobe Sensei, qui est l'intelligence prédictive, qui donc te rajoute des fonctions d'aide à la sélection, création dans tous les logiciels. On a une petite vidéo normalement. Donc, par exemple, tu as de la retouche où tu peux faire disparaître des objets, ça on l'avait déjà. De la modification voilà, de panorama, tu peux lui dire, bah tiens ça c'est bien, mais j'aimerais bien que ce soit la nuit, pas de problème, elle va te le faire. C'est dans tous les logiciels, hein, parce que Adobe, on parle beaucoup de Photoshop, mais évidemment tu as Premiere, tu as After Effects, tu as InDesign pour la mise en page, tu as Audition c'est une gamme de logiciels absolument incroyable, qui coûte incroyablement cher aussi, puisque c'est quand même 60 balles par mois, rappelons-le. C'est pour les pros à la base. C'est pour C'est les un pros. outil professionnel. Moi, je connais Alors, pas. Oui, voilà. Voilà. Donc, par exemple, dans une vidéo, effectivement, elle va te détourer automatiquement une personne qui est en train de marcher pour te mettre quelque chose en fond. Donc, super, Ok. super utile. Après, tu as les outils d'IA générative. Et là, on va faire le tour un peu une par une. La première, c'est le text-to-image. Donc, c'est ce qu'on a dans Midjourney. Tu vas taper un texte et vous allez avoir l'image qui va apparaître. 4 images. Tu peux en choisir une. Tu peux passer des filtres après dessus. Vous allez voir sur la vidéo. Voilà, donc ça s'affiche. Clac. Et là aussi, on voit qu'en termes de création graphique, donc purement on est quand même sur un truc qui est pas mal. Moi, je trouve ça Et- étonnant, carrément. Sachant que c'est Adobe, on n'a pas le détail. Hein, attention, c'est une bêta. Moi, je me suis Non, inscrit. mais- Par exemple, la bêta, elle est ouverte, mais je crois qu'il n'y a aucune invitation. Personne n'a encore eu l'occasion de le tester. Ok. Donc, ça reste à prendre avec des pincettes. Maintenant, comme par exemple, on a ça sur Photoshop, on peut imaginer, pour ceux qui savent, qu'on aura des options de calque. C'est-à-dire que tu pourras lui dire, sur Photoshop, détache-moi le fond du truc. Et ça risque d'être incroyable pour les designers. Moi, j'ai une question très importante. Oui. Du coup, je bosse un peu dans l'événementiel. Ouais. Kotaku ne me frappe pas, j'ai un graphiste et je le paye. Mais je suis en train de me dire, si demain j'ai envie de récupérer une image sur une IA pour utiliser pour un de mes événements online sur Mortal Ouais. Kombat. Pardon, Taxou. À qui appartient l'image si je la génère sur ce site-là Alors, c'est- et je l'utilise avec C'est Reza Championship Mais Mortal c'est une Kombat 12. super question. C'est une très bonne question Ah ouais qui n'est pas encore résolue. Cela dit, aux États-Unis, il y a une première décision de justice qui a dit que toutes les images qui étaient créées sur des IA génératives étaient libres de droit et que donc, d'un côté, tu peux l'utiliser comme tu veux, même commercialement. D'un autre côté, n'importe qui peut la reprendre et la réutiliser. Ouais. Donc, Donc elle appartient à tout le monde et à voilà, personne. c'est dans le domaine public, en gros. Mais attention, Ok. c'est juste une décision de justice. Aux États-Unis, ça reflète pas ce qui va se passer. Il y a tout un
tout Ouais, un surtout aux arsenal États-Unis, législatif pour le coup, à faire là-dessus, ouais, effectivement. Autre chose, une fonction text effect que vous allez voir. En gros, c'est très simple. Tu tapes un texte en vectoriel ou pas, et tu vas pouvoir appliquer des effets à ça. Là aussi, vous avez une petite vidéo. Par exemple, voilà, vous mettez une lettre et vous lui dites faites-moi ce texte-là, mais avec, par exemple, une texture chocolat en train de fondre. Et la vidéo, voilà, tu vois, Yum. tu tapes ton texte. Yum yum. Et tu lui dis en texte, donc fais-moi telle texture, du chocolat en train de fondre, ou des fleurs, ou autre chose. Et l'IA va te générer ton texte avec Mignon. ce que tu veux dessus. C'est sympa. Ça peut être. Je vois du potentiel là-dessus, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus évident. Ensuite, fonction suivante, les fonctions photo-dessin. Et là, c'est là que vous allez voir que ça va potentiellement tout changer, puisque c'est de la modif par génération donc de l'IA en temps réel, juste à partir d'un texte. Donc tu as une image, tu Yes. vas sélectionner avec ton petit outil. Par exemple, vous allez voir, il y a un phare sur cette vidéo. Tu sélectionnes le phare et tu lui dis ce phare, j'aime bien, mais j'aimerais bien un phare différent. Et vous allez voir. Tout de suite, l'IA va te régénérer l'image, mais avec un phare qui va être différent par rapport à ça. Là en bas, tu vois, par exemple, tu avais Il y avait Atlantide. Oh, la vache. voilà, je lui dis, je veux l'Atlantide en dessous de ce dessin. Et l'IA va te créer, effectivement, dans le dessin, il va te le retravailler. Tu vois, là, tu changes le phare. C'est potentiellement pour les gens comme moi qui travaillent en graphisme et qui sont absolument nuls en dessin, etc. Je pense que c'est un game changer, vraiment. C'est pas une bonne nouvelle, par contre, pour les vrais illustrateurs, et on va pas se Je le peux te cacher. recommander mon graphiste. Eh ben, écoute. Il est très fort. Aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a plein d'options. La génération de vectoriel, vous savez ce que peut-être vectoriel, on va peut-être faire un petit décryptage. Tu as le bitmap qui est du pixel par pixel, tu as le vectoriel qui est en fait des points mathématiques, et donc tu fais du design comme ça, et ça te permet de zoomer à 3000% dessus sans jamais avoir de perte. Et C'est là, une prédiction, c'est quoi Non, c'est non, un non, calcul. c'est En des fait, Un calcul, c'est pas une prédiction. c'est des courbes Vu que- mathématiques. Dans mon métier, vu le que vectoriel, toutes c'est les- une prédiction dans l'upscale. Voilà, vous avez un exemple. C'est moins une prédiction que littéralement un calcul, parce Ok. que du coup, peu importe le truc, vu que c'est un calcul mathématique, tu peux le mettre en infiniment petit ou infiniment grand, alors qu'un pixel va forcément étendre sa... Muy bien, señor. Voilà. Donc là, Ok. on voit par exemple sur une lettre, tu peux faire un rough, donc un dessin rapidement sur un bout de papier, tu le scannes et tu lui dis fais-moi ça en vectoriel, et Dieu sait que le vectoriel c'est chiant, et tu auras donc l'IA qui va te le créer. Maintenant, peut-être le truc le plus incroyable en vidéo, et attention parce que là, ils sont pas avancés trop. Ils ont dit on espère faire ça dans le futur. Ça veut pas dire que ce sera disponible tout de suite. Tu as une vidéo par exemple sur Première et tu lui dis elle est sympa cette vidéo et tout. C'est en plein jour. Par contre, moi ce que j'aimerais c'est que ce soit en hiver et qu'il neige. Et vous Mais allez non. voir la vidéo, le résultat. Alors attention à prendre avec des pincettes là Ouais. aussi. Alors là vous avez pas vu le début, mais en gros voilà. Tu prends une vidéo donc et tu lui dis transforme-moi ça et fais-moi la même vidéo mais dans un autre environnement. Bon, tout ça, il y a aussi des fonctions de mise en page dans InDesign qui vont te permettre à partir d'un moodboard de créer des designs, etc. Bon, en tout cas, c'est une mise à jour qui a un potentiel absolument dingue et effrayant parce que c'est toujours la même chose avec l'IA. On ne sait pas où ça va aller. C'est quand même un peu foutraque, je trouve, au niveau du site web. On a l'impression, je me trompe peut-être, que Adobe a un peu rushé le truc parce que quand tu vas sur leur site web, tu comprends pas trop. Il y a différents trucs. Tu vas sur une description, par exemple, ils te mettent on espère faire ça dans le futur. C'est un peu bizarre de la part d'Adobe qui, généralement, est quand même beaucoup plus carré au niveau de sa communication. Ça ressemble un peu à Google en train de courir après OpenAI quand ils ont fait leur conférence il y a de ça quelques semaines. Donc, on verra le futur. En tout cas, la bêta, vous pouvez vous inscrire dessus. Pas évident qu'il y a beaucoup de monde qui va être reçu dans cette bêta version. Mais voilà, ça ouvre tout un potentiel, parce que Dieu sait que Adobe est énormément utilisé. Ah oui, C'est des ça. fonctions qui vont nous simplifier la vie. C'est toi qui fais des montages vidéo à longueur de journée. Oui, mais non, mais tu sais, le coup, je regardais quelque chose. Je regardais les images avec ce qui était en plein jour, qui était mis en pleine nuit avec Ouais. de la neige. Tu sais qu'en étalonnage des couleurs en cinéma, tu peux tourner en plein jour, avoir une scène en pleine nuit après. Mais disons que tu as un travail de post-prod qui est assez lourd derrière pour le faire, tandis que là, entre guillemets, le calcul, il est. Je sais pas combien de temps, parce que je sais pas à quel moment c'était en temps réel ce que tu as montré. Alors- Parce que là, tu lui proposes quelque chose. Est-ce que je peux avoir la séquence en pleine nuit? Il va le faire en combien de temps? Et puisque là, on n'a pas tellement l'image. S'il y a une image en mouvement avec un personnage, est-ce que c'est pas plus long de travailler ou des choses comme ça? J'arrive pas Alors, trop à savoir. Clairement, la fonction vidéo, je pense que tu verras sur le texte sur le côté, il marque qu'on espère faire ça dans le futur. Voilà, ok. Je Ouais, pense que c'est Ok, pas tout de ok, suite. ok. Ils veulent, à mon avis, ils veulent profiter de l'engouement qui est autour de l'IA pour dire voilà, regardez tout ce qu'on va faire, ça Ah va ouais, être ouais, incroyable. Il y a une grande difficulté pour l'IA sur la vidéo, puisque l'IA a tendance à générer un truc
pour une image, sauf que ça va être un résultat, on va dire, plus ou moins aléatoire. Même s'ils sont entraînés, etc., quoi qu'il arrive, l'IA, quand tu lui demandes un truc, elle te fait un truc et un autre truc, tu as généralement 3-4 choix. Sur une vidéo, vu que c'est une succession d'images, elle aura tendance Ça, je t'en parle. exactement, pour chaque image, Un calcul à pour ne chaque pas image. le style ne va pas suivre. Donc, du coup, ça va complètement foirer l'effet vidéo. Quelqu'un qui passerait dans le champ à ce moment-là par rapport à ce qui a été montré, si quelqu'un est à l'image et se met à bouger, on a vu avoir un petit problème, C'est- c'est calculer ouais. en même temps. Bah, Ça serait cette quoi, personne-là ça serait risque quoi, des de plans devenir fixes rouge, Pardon blonde. Ce serait quoi, des plans fixes, des plans de paysage, des séquences que tu filmes le Mais plus simple? même sur un plan fixe, tu Ouais. risques d'avoir des changements en fait, selon que ce pixel soit mal interprété par rapport à un autre. Pour vous dire, il y a une vidéo qui a fait énormément de bruit, en bien comme en mal, de Corridor Digital, qui s'est amusé à recréer un animé à partir d'une On l'a montré séquence sur vidéo. Manga Sûr, ouais. Voilà, vous l'avez vu sur Manga Sûr. Et justement, l'énorme défi de ça, c'était de forcer l'IA à toujours faire la même chose sur une vidéo, sur chaque frame de sa vidéo. Comme ça, Parce que c'est ouf. Et En même temps- si vous regardez la vidéo, ça sautille comme pas permis à cause de ça. Pour les cartes graphiques, le DLSS, c'est déjà ce qui fait créer des frames toutes les deux frames. Oui, sur DSS3. Et il y a déjà des petites limitations. Mais quoi qu'il arrive, l'avantage qu'il a de ça, c'est qu'il a un point Oui. A et un point Oui, B. c'est ça. En fait, il crée une transition entre les deux. Donc Ouais, c'est voilà, il beaucoup crée plus une simple. transition, donc c'est beaucoup plus facile à faire que de changer l'intégralité d'une vidéo de toute pièce. Quoi. c'est impressionnant. C'est impressionnant et véritablement. Alors moi, j'utilise beaucoup maintenant GPT-4 parce que et ça m'a redonné goût à la programmation. C'est incroyable, mais vraiment. Non, mais il faut que tu avoir- répètes la phrase parce que tout le monde parle de GP. Alors, redis la phrase. Voilà, haut et fort, tu pulses la voix comme ça. Vas-y. J'utilise GPT-4, effectivement. Je suis coupable. Je me suis même pris Non, un t'as dit abonnement. une phrase importante derrière, ça m'a redonné goût quand même. Mais non, vraiment, véritablement, parce que je suis pas forcément très bon en programmation, si tu veux. Et un des gros problèmes, c'est que quand t'as pas programmé depuis des années, comme c'était mon cas, Ouais. et ben, t'es obligé d'aller sur Google, de prendre un bouquin, d'aller chercher tes fonctions. C'est un assistant génial. Et voilà, je dis pas que c'est parfait. Hein. Il y a plein de problèmes On en a déjà parlé qui sont ici, posés. mais c'est Mais ça là, c'est la Prendre même service. chose dans le cas d'Adobe. Je pense que pour beaucoup de monde, ça va être un gros gain de temps. Et de l'autre côté, pour les toute illustrateurs, etc., c'est un peu une catastrophe parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont Petit gars, se quoi. dire pourquoi payer un illustrateur quand tu peux avoir ça qui va te C'est faire le grave. débat qu'on a eu la dernière Ouais, tout à fois. fait. C'est le Ouais, débat on sur l'a déjà lequel Otax était. Vous avez déjà vu Otax versus Saiyan? Bah, regardez les autres replays du JDH. Non, mais on va en reparler parce que c'est le Ouais, nerf de la ouais. guerre, les droits d'auteur là-dessus, à qui appartient À l'image, qui etc. appartient l'image? Alors, Point. le problème, c'est la propriété de ce qui va être utilisé et l'avantage, c'est le gain de temps, de travail. Et même pour les gens qui ne savent pas faire, je suis dans le même cas que toi. Demain, on me donne un outil qui me permet de faire. C'est un assistant comme tu en as eu 1 milliard avant, sauf que là, il y a beaucoup de propriété intellectuelle qui est mise en avant. Je dis un peu beaucoup, c'est surtout de la propriété intellectuelle qui est mise en avant. Et là, forcément, ça pose des questions d'éthique et d'usage, en fait. Parce qu'on parle du travail de quelqu'un, quoi. Ton graphiste, c'est Exactement. ton boulot. Et là, tu vois ce que j'ai vu tout à l'heure, ça fait tourner la tête un petit peu quelque part. Et tout ce dont on parle de cette émission depuis le début, tu t'es graphiste, tu te dis waouh, ça commence à chauffer, quoi. Et je parlais avec des confrères journalistes cette semaine à propos justement des intelligences artificielles qui étaient capables de faire des papiers à leur place. Mais ça, c'est Ouais. une réalité. Apparemment, il y en a déjà beaucoup qui utilisent ça dans le Voilà, monde journaliste. justement. Et on parle beaucoup de ça dans la profession. C'est ce qui se actuellement. dit. Mais tu vois qu'Adobe, ils s'y mettent, ils suivent le train. Ça me choque pas parce que, en fait, Ah non, ce que eux, ils vont revendiquer, c'est ce qu'on dit depuis le départ, c'est l'aide à l'utilisateur, Oui, bien sûr. l'aide pour les entreprises, le gain de temps. À tous Sur leurs cet clients, argument-là, tous leurs clients. tu peux pas taper sur l'IA, cet argument-là, tu vois. Après, voilà. Bon, écoutez, dans tous les cas, une fois de plus, on a fait un petit moment autour des IA. Je suppose que la semaine prochaine, Oui. les fait garçons, il y aura longtemps, ça. peut-être Amandine avec Une nous question, aussi. Pépé. Oui, UE5, ça rentre dans le journal du software ou pas? Unreal Engine 5. why not? Ok, merci. Tu sais que nous, c'est open bar. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit point Oui. Twitter, Elon Musk, ça me manque un peu. Mais, c'est vrai. mais il va y avoir Amandine certainement avec nous la semaine prochaine. Voilà. Non, Cassim est tellement en vacances, on lui Voilà. souhaite des bonnes vacances. Mais Amandine sera là, donc on pourra déjà en parler un petit peu de tout ça. Parce qu'une émission, on n'avait pas encore employé le nom d'Elon Musk depuis le début. Je suis Ouais, absolument en état C'est de très choc. bien. C'est vrai que c'est Je étonnant. me suis dit, tiens, c'est Tant mieux. comme si Pépé faisait une émission sans parler d'OLED. C'est impossible. Et voici le débat, le journal, tout ce que vous voulez. Tout, ça s'appelle comment? Le dossier. La séquence, le dossier. Le mec.
J'avais tous les mots, ils arrivent tous en même temps, comme ça, en plusieurs langues en plus, même pas idée. Monsieur, c'est écrit sur le runner le dossier. Mais non, mais j'essaie d'apprendre le runner par débat. cœur, et je suis là, et je jette un petit coup d'œil comme ça sur le runner, mais j'essaie de l'avoir. appris par cœur. Demande à lire. Je demande, tu sais que dans putain, ça se trouve, c'est moi qui serai remplacé par une IA. Et vous verrez non, derrière, non. il s'agit que vous allez me scanner mon corps, Non, on veut vous pas de allez ça. le voir ici, et vous allez, alors les gars, et au taxou, tais-toi, et machin. Ça va être une horreur. Pire que le vrai. Bon, on va faire un petit débat, un petit Ouais. dossier entre nous, et même, ce que j'aimerais, c'est que le chat participe un peu. Je pense qu'en régie, ils vont essayer de trouver moyen de nous mettre quelques petites phrases. Parce que je suis assez intéressé par certains petits progrès actuellement. Vous savez que j'ai une passion pour les téléviseurs depuis que je suis enfant, donc à peu près en 1925. On est au début de la télé. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'ai envie de parler des progrès de l'OLED parce Aussi que, vieux que ça. attention, mais oui, tout à fait, c'est un peu gériatrique par quand même. Et le truc, c'est que c'est intéressant. Je me suis dit, d'abord, quel est, sur le plateau, rapidement, si je vous dis quel est un des principaux défauts du téléviseur OLED? Bah, le burn-in, immédiatement, il n'y a pas de. À y a pas part de celui-là. Je reformule. Alors, le Alors, manque de quel est luminosité maximale. Mais oui, mais j'en ai marre de bosser avec des gens qui sont trop pétants et vous performez trop. En effet, on reproche à l'OLED, depuis le début par rapport au LCD qui est en face, qu'on utilise beaucoup même dans le gaming et autres. Ouais. Le LCD, comme il a un rétroéclairage, il peut toujours produire beaucoup de lumière parce qu'il suffit de rétroéclairer. Derrière, oh là, de la lumière partout. Et l'OLED, lui, n'a pas de rétroéclairage. Le pauvre malheureux, il est là, donc il produit tout lui-même. C'est-à-dire qu'il fait en même temps ses couleurs, sa lumière, il produit tout lui-même. Ça fait que la dalle peut être en effet minuscule, parce que, du moins pas très épaisse, parce que c'est fait intégralement. Donc, le cheval de bataille de tous les fabricants, il n'y a pas 46 milliards au niveau de l'OLED, c'est de dire, OK, on sait très très bien que le marquage, on ne pourra pas faire grand-chose. Je vais taper. Le marquage, on ne pourra pas faire grand-chose parce que c'est induit. Il faut savoir que l'OLED contient ce qu'on appelle les éléments organiques. Donc, les éléments organiques peuvent marquer. C'est pour ça qu'il y a le système anti-marquage. Il y a la luminosité sur un logo, on va vous le baisser. On va bouger l'image de 3 pixels, 4 pixels. On va la bouger comme ça, vous ne voyez pas l'œil nu, mais ça bouge de tous les côtés parce que ça peut marquer. Le LCD ne connaît pas ça. Enfin, j'en ai vu qu'on marquait un petit peu, mais ce n'est pas la même façon. Mais il ne peut pas connaître ça. Donc, le marquage, les systèmes anti-marquage progressent. Par contre, la luminosité, il y avait des problèmes. Est arrivé le premier fabricant de dalle OLED télé au monde, qui est... LG. Toujours le même, il n'y en a qu'un qui suit. Je suis effondré, quoi. Je ne sais plus quoi faire. Donc, plus merci au Taxou. Il a été trop rapide, c'est pour ça. Donc, c'est LG qui fabrique trop les plus fort. grands, les dalles télé. Ça savoir Ouais. que Samsung, c'est des dalles AMOLED et autres. On en parlera tout à l'heure, justement. Et donc, LG a décidé de lancer un truc qui s'appelle l'OLED Ivo, c'est-à-dire le EX. On va pouvoir voir, voilà, l'OLED Ivo. C'était le premier pas fait par LG. On parle bien d'OLED télé, on ne parle pas d'écran de smartphone. Ouais. On est sur l'OLED télé. Donc, l'OLED Ivo est en effet une dalle qui était plus lumineuse, qui était mieux refroidie, parce que aussi une des raisons du marquage, c'est quand il y a en effet beaucoup de lumière à l'écran, en effet, la diode organique est très très motivée, donc elle peut marquer à ce moment-là. Donc on essaie du moment de mettre du refroidissement et tout. On va des plaques. Et donc le LED Ivo était le premier pas en avant. C'est arrivé sur les gammes LG, qui est donc les gammes LG, qui étaient donc le C2 ainsi que le G2, avaient les premières dalles OLED Ivo. On gagnait, ça peut vous paraître pas beaucoup, on gagnait entre 50, 100, 120 candela, 150 candela, ce qui au niveau de l'OLED est juste gigantesque parce qu'on montait de 20-25% par rapport au système classique qui n'était pas OLED Ivo. Il faut savoir que OLED Ivo, c'est le nom commercial. Et chez LG Display, ça s'appelle OLED EX, mais c'est la même technologie. Ok. Alors, déjà, intéressant, donc on avait déjà plus de lumière. Bon, ce qu'on pouvait dire, on pouvait dire aux gens, bon, vous avez plus de lumière, le LCD, on a aussi, mais malgré tout, on restait en dessous. Et puis, dans le nerf de la guerre du HDR, qui justement avait besoin de ce contraste entre une zone, enfin pas rétroéclairée, mais extrêmement lumineuse par rapport à une zone extrêmement sombre, la moindre évolution, même de 10%, était ultra importante. Tout à fait. Et l'avantage de l'OLED là-dessus, et on va passer dans quelques instants au QD OLED, c'est que l'OLED, on part quand on éteint tout, on est à 0. Ouais. Donc l'amplitude entre avoir quelque chose et avoir une crête lumineuse est gigantesque. Ouais. Tandis que le LCD ne pouvait pas, enfin avant qu'on fasse le mini LED, couper à 0 complètement. Il y avait toujours un côté un peu grisé sur le LCD. Ça fait que l'amplitude était un peu différente. Enfin bref, mais oui, en effet, HDR, Dolby Vision, tout ça était vraiment le terrain de jeu de l'OLED, mais pas que. Est arrivé après la dalle Ivo, pendant la dalle Ivo, l'offensive de Samsung qui a lancé le QD OLED. On va passer un petit peu la démo du QD OLED, qui est en effet une autre façon de faire de l'OLED, mais qui est un OLED qui est un petit peu déviant, si je peux dire, par rapport à ce que fait LG, on va en parler tout à l'heure. Donc le QD OLED, lui, partait sur une autre façon de faire, où il introduisait en même temps des quantum dots, c'est-à-dire le QD
OLED. Voilà, lui, il partait sur une zone émissive qui était entièrement bleue. Donc, vous avez du bleu, avec au-dessus du bleu, hasard, les fameux quantum dots, si chers à Samsung et à d'autres, hein, donc des points quantiques qui, au passage de la lumière, vont donner des couleurs. Donc, on avait cette couche bleue, donc bleu-bleu, et on avait donc ces filtres. Quand ils recevaient du bleu, ils balançaient, ils fabriquaient du vert, du rouge. Et ce qui faisait, ça serait peut-être pu passer un petit peu la vidéo, les petits loulous d'amour en régie, parce que là, on a ce qui me permet d'expliquer. La vidéo permet bien de le savoir. Donc, on a révolutionné l'OLED avec QD-OLED en introduisant autour de l'OLED ces fameux points quantiques qui sont les QLED tout simplement. Donc c'est ce qu'on va voir plus facilement avec cette petite chose. C'est le premier point qui permettait de dire qu'il allait se passer réellement quelque chose dans le monde de l'OLED. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait le Ivo avec LG et il y a Samsung qui a dit « Hey, oh les gars, regardez ce que on peut faire. Nous, on a un truc. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. » D'autre côté, vous avez une grille avec LG. C'est le côté où il y a la grille avec le blanc parce que c'est du white OLED. De l'autre côté, ils ont enlevé la grille. Donc, ils gagnent la luminosité. Ils ont enlevé le blanc et ils poussent tout de l'autre côté. Alors, l'idée, c'est de monter à 1500 candela. Et passer donc d'une moyenne qui est à 800, 900 à monter à 1500 candela avec surtout, on parlera également parce qu'il faut qu'on fasse le gamut ici, le gamut qui est couvert à 90% en ce qu'on appelle en BT2020, qui est un espace colorimétrique qui n'avait jamais été fait sur le moins de téléviseurs grand public. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. En grand public, en télé, je ne parle pas de monitor. Donc là, ce qu'on appelle le QD display, nous on avait mesuré le premier QD OLED de Samsung, il était monté, je crois, à 1250 candela au mètre carré, ce qui était en effet un record absolu sans que ça crame, c'est-à-dire sans qu'on ait une image qui est surexposée. Sachant que le LG de cette époque-là était dans les 800-900 800. 800. Donc en même temps, on pousse. Étant donné qu'il y a du bleu, on va parler de ça un peu plus tard avec le gamut et autres. Donc on arrive à une colorimétrie qui est assez différente. Ça, c'est un point. Donc on a sur le marché actuellement les dalles Ivo et les dalles qui sont QD OLED, prises par Samsung ainsi que Sony. Les deux marques travaillent sur le QD OLED. Est arrivé le CES Las Vegas. Et est arrivé LG qui a fait la réponse du berger à la bergère avec le Meta. Alors le Meta et les micro-lens, on va y aller. C'est les micro-lentilles placées sur un système OLED dit classique. C'est-à-dire qu'en effet, ils disent, voilà, nous, on ne va pas balancer vos quantum dots et autres, on ne va pas booster le truc, on a une autre façon de faire. On a du Meta. Alors, le Meta, on va voir, je pense, à l'intérieur du peut-être ou pas. Je vois, c'est du Meta ici. Ce sont des micro-lentilles. Je pense qu'il y a la petite vidéo qui arrive derrière, qui va arriver tout à l'heure. Ce sont des sortes de petites perles qui sont placées et qui boostent la luminosité. Attention, il y en a des millions, hein, même des milliards. C'est-à-dire qu'en effet, l'image est filtrée au travers et on a l'impression que voilà, c'est un boost naturel avec ces micro-lentilles. Et dans ce cas-là, on arrive à une luminosité qui dépasserait de la métatechnologie, qui dépasserait sur le papier 2000 à 2100 candela grâce au Meta. Il n'y a pas un moment où c'est trop. Et moi, déjà, ma C1, si tu veux, des fois, je suis ébloui devant. Ouais. Est-ce vraiment utile? Alors, le truc, c'est que, si tu veux mon avis, parce que là, on en parle entre nous, je pense que ils essayent de résoudre un complexe de fabricants où depuis 6 ans, tout le monde dit « Ouais, alors, les fabricants d'OLED, LG, ils sont sympas, vos téléviseurs, mais il n'y en a pas un qui a la luminosité. » Et du coup, ils envoient tout d'un coup pour essayer de montrer qu'ils peuvent le faire. Alors, trop, c'est aux gens de savoir s'ils ont envie d'avoir en effet un téléviseur qui crache beaucoup de lumens, mais l'idée, c'est pas surtout avec une technologie qui pourrait être pointée du doigt sur ce point-là. Parce que l'idée depuis le début, c'est de dire, nous on a mesuré les téléviseurs LCD chez Samsung à 2500 candela. C'est-à-dire, je m'en servais en retour pour mettre une lumière dans l'endroit où je tournais, je mettais le téléviseur Samsung avec une dalle, avec un écran à 100%. Je m'en servais comme éclairage pour faire les vidéos. Ouais, c'est ce que je fais aussi pour le podcast, pour le coup. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as comme éclairage? Bah, j'ai un téléviseur, quoi. Les mots, ils sont comme ça. Ouais, quand même. Donc, on a des possibilités de ouf. Mais il faut le freiner un petit peu. Tandis que là, l'idée dans cette petite chronique, c'est de vous prouver que actuellement, des choses sont faites pour essayer de pousser, en effet, au niveau de l'OLED, pour qu'il atteigne certaines performances du LCD, parce que l'idée, c'est la luminosité. Et l'idée de base, pour tout ça, et on va le voir dans quelques instants avec la vidéo qui s'appelle Anti-reflet, c'est essayer d'éviter les problèmes de reflets de la pièce et des baies vitrées sur les OLED. Oui, ça c'est bon, ça. C'est là le problème. C'est pour ça que je voulais vous amener là-dessus tout doucement, avec amour aussi, parce qu'un mec heureux. Je veux vous amener à ça, parce que les dalles OLED ne sont pas mates. Il y a si vous prenez l'exemple du Samsung, qui est donc le frame,
La Samsung de Frank, tu peux mettre ta main dessus, une lumière et autres, il est entièrement mat, le dernier. Et quand tu ouvres dans une baie vitrée, il s'encarre complètement. Tandis que tu mets un OLED, oh là là. Donc il y a la petite vidéo qui s'appelle, je crois, reflet anti-reflet, qu'on va peut-être pouvoir envoyer, parce que LG a lancé une nouvelle gamme de produits qui vient d'arriver, qui est donc la gamme 3. Donc il y a C3, G3, B3. Et là, donc, on va voir un truc déjà sur la luminosité. Alors ça, c'est filmé avec un smartphone en 4K. Le truc qu'ils vont peut-être pas pouvoir voir bien, mais je peux vous dire que de visu, ayant vu le G3 devant moi, c'est celui qui est ici. On voit tout de suite la luminosité. Même par rapport à l'image d'avant, on a l'impression que c'est cramé, mais de mes yeux, c'était pas cramé. Le haut du cube était lumineux. Et ce qui est bien avec l'OLED, c'est que le noir ne bouge pas. C'est-à-dire qu'à l'avantage, quand on pousse avec du mini LED, on peut également pousser sur uniquement des zones. Là, c'est tous les pixels qui poussent en même temps, avec une plaque de refroidissement derrière. En effet, le rouge est beaucoup plus soutenu sur l'autre. Ça, c'est en effet un G2. Et là, quand on l'a vu en vrai, on se dit, mais regardez, voilà, en vrai, c'était probant. Alors après, il va faire un petit essai sur la dalle anti-reflet. Là, dans la gamme LG 2023, le modèle le plus haut de gamme, c'est le G3, qui cette fois-ci fait une cassure complète avec les C. Parce que quelqu'un a un C ici, c'est toi? C'est un C. Ouais. Parce que le C reprend vraiment la dalle du C2. Hein. Donc le C3, le C2 et le C3, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que là, regardez le point lumineux. Le point lumineux, c'est sur l'ancien modèle, qui est ici. Et on voit quand même que c'est... Moi, je vois le reflet, je me vois dedans, là, vous voyez, on voit bien le reflet, et ça sera retesté. Il va aller sur l'autre, derrière, je crois qu'on l'a déjà passé d'ailleurs, c'est peut-être voilà, malheureusement, on l'a passé, c'était celle d'avant. Je suis désolé. Mais le truc, c'est que d'un côté, j'avais bien vu qu'on voyait toujours le rond de la lumière de mon flash, mais on voyait plus la pièce. C'est-à-dire que mon reflet à moi, j'étais derrière une baie vitrée chez LG, on voyait plus la pièce. C'était assez fou, mais on voyait encore bien sûr une réflexion de spot. Donc c'est l'idée sur laquelle travaille LG. Mais attention, dans la gamme LG 2023, il y a les B3 qui sont début de gamme à 2000 € quand même. C'est l'entrée de gamme. Hein. B3, c'est début de gamme avec un processeur Alpha 7 avec une dalle qui n'est pas Ivo. Après, on monte en C3. Donc C3, c'est dalle Ivo avec un Alpha 9 au niveau du processeur. Ils sont toute la gamme 2023, ils sont tous Dolby Vision en 120 images par seconde. Donc pour les gamers, on est à fond dès le début. C'est-à-dire qu'ils sont 120 images par seconde Dolby Vision, ils sont G-Sync, FreeSync, avec en général un taux de latence qui est à 9 millisecondes, ce qui n'est pas beaucoup pour l'électronique. Maintenant, le truc que j'allais vous montrer, justement, c'est les nouvelles barres, la barre de gaming, donc ça va vous intéresser sur les modèles de toute la gamme, donc WebOS 2023. Donc on va voir maintenant, voilà, tout le gaming. C'est cette barre-là, qui est une barre un petit peu différente, où il y a des trucs pour régler en même temps la luminosité de la pièce, des trucs comme ça, pour essayer d'avoir le minimum de réflexion. On est en 120 FPS sur le produit, on peut régler donc les HDR, on peut tout régler avec. La latence, avoir un mode boost dessus, qu'on va pouvoir voir également en gros plan. Il faut savoir qu'à ma connaissance, les modèles G3 sont donc les plus performants, et créent une vraie scission dans la gamme. Pour la première fois, ils mettent un modèle qui est réellement au-dessus de tous les autres et qui est vendu plus cher. Tout à l'heure, Florian va vous mettre tous les prix à l'écran. On a quelque chose de tout à fait différent. Voilà, c'est tous les modes qu'on peut avoir. On a vraiment beaucoup d'options pour tous les gamers sur la version 2023 de WebOS, avec un partenariat également avec Xbox. Ils bossent beaucoup avec Xbox, LG depuis le début. Donc, ils sont avec Nvidia à fond. Ils bossent sur la latence, ils bossent sur tout ça. Voilà, ça, c'est un point. En effet, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a en face maintenant en 2023, parce que du coup, la G3 est sortie, les gammes sont sorties, et bien sûr, de leur côté, Samsung balance leurs nouveaux produits, en annonçant bien sûr que le QD OLED fait exactement la même luminosité que l'autre qui n'est pas QD OLED. Ils annoncent 2100, 2200 candela sur les nouveaux modèles Samsung. Il y a peut-être une vidéo qui va partir sur un des deux modèles, sur le Samsung peut-être du CES de Las Vegas. Voilà, là j'étais à Las Vegas. Ça c'est donc, bon, vous voyez le libellé quand même, à chaque fois j'ai mis en gros plan parce que Samsung et OLED ça buguait chez moi, tandis que pendant 10 ans ils ne voulaient pas en entendre parler, et que maintenant ils disent OLED is the future. Bon, moi je suis là, je suis au bord de l'évanouissement, mais c'est pas grave. Mais le truc c'est qu'en effet, voici donc le modèle, ils sortent en plusieurs tailles. Le modèle qui est annoncé avec plus de 2000 candela au mètre carré chez Samsung en QD OLED, avec une colorimétrie, je l'ai vu de mes yeux, absolument à tomber par terre, parce que l'avantage du QD OLED, c'est sincèrement, je vais être vulgaire, la fucking colorimétrie. C'est parce qu'ils mettent tellement, avec ces points quantiques qui sont des sortes d'amplis à lumière, à couleur, c'est-à-dire qu'ils sont traversés, c'est des amplis, on traverse. Une vibrance assez. C'est ça. Assez folle, sur ces En plus, quand vous avez là on n'a pas vu, mais quand j'ai bougé la caméra, quand on est de profil, étant donné que l'image entre guillemets est pulsée par ces quantum dots, même quand vous êtes de profil, vous avez un angle de vision qui est gigantesque avec les colorimétries qui restent très présentes. Tandis que la plupart du temps, quand on se met de côté, c'est s'appauvrit. Donc, ça, c'était pour vous montrer un petit peu, et si vous voulez, on en parle dans les commentaires, pour vous montrer un petit peu les progrès faits par l'OLED actuellement et les trucs qu'on peut faire. On est sur notre ère maintenant
en 2023 avec ces produits-là. C'est le moins qu'on puisse dire, on est sur autre chose, parce que là, on dépasse les produits d'il y a 3 ans de 40, 50, 60% en luminosité et 40% en gamut quand même. C'est énorme. Ouais, 40%. Ouais, le gamut est Le monologue de 20 minutes. je trouve aussi. Mais j'ai une question pour toi. Mais parce surtout, que, par pitié, quand tu es lancé, j'aime être là pour le ride. Mais toi qui as suivi un petit peu tout ça, on sait que les normes de consommation électrique vont évoluer sous peu, voire ont évolué, hein, si je ne m'abuse. Là, tu nous parles d'écrans qui font du 2000-2500 candela mètre carré. C'est-à-dire que ça consomme beaucoup plus qu'avant. A priori, qu'est-ce qui va se passer sur ça? alors, ça dépend des marques, figure-toi. Ok. Parce que LG annonce qu'ils ont allégé leurs produits. Alors, le truc, c'est que tu parles luminosité. Moi, je te parle composants à l'intérieur. Si tu coupes en deux un téléviseur LG, un C1 et un C2 ou un C3, tu t'apercevras qu'il y a beaucoup moins de composants. Ils ont allégé de 40% les composants dans le produit. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être sur des plaques comme ça avec plein de petits composants, ils ont réduit de tous les côtés. Donc, ils ont allégé la consommation électronique déjà. Nous, on a mesuré entre le C1 et le C2, on a mesuré une consommation qui a baissé de 20%. Et là, on n'a pas testé les dalles haute puissance du G3, qui peut-être, étant donné qu'il y a un filtre derrière, il y a des plaques thermiques de dissipation thermique et autres, peut-être qu'ils consomment un peu plus. Mais l'idée pour les composants n'est pas uniquement de booster la luminosité, c'est de réduire le nombre de composants dans la machine. Ouais, ça oui. Mais est-ce que du coup, LG, n'importe quoi. C'est moi. LG communique là-dessus aussi parce que Refais la il y a un phrase, s'il te moment. plaît, parce que j'ai besoin de... Vas-y, Ah, caméra. quand LG te parle de tous ces OLED, ces nouvelles générations absolument magnifiques, G3, c'est fantastique, etc. Est-ce qu'à un moment ils disent aussi, et au fait, on fait attention à la consommation? Tu vois. Ou est-ce que c'est toi qui dois après faire tes propres Je mesures? fais mes mesures et en même temps, ce que dit LG, c'est que le carton est recyclé. Donc c'est de la merde comme Mais non, communication, ils disent pas que ça. Non, énorme. je t'ai expliqué par exemple la différence entre le C1 et le C2, le produit pèse 40% de moins quand même. Oui, ça d'accord. Ouais. Et le C3, on l'a porté comme ça à bout de bras, il fait 12 kilos. Ils ont enlevé des tas de composants et en effet, pour les modèles Evo ne sont pas concernés. C'est plutôt, moi ce que j'attends de mesurer, c'est le Samsung. Parce que le QD-OLED Samsung, le précédent qu'on avait eu, il était là, le compteur était à côté, c'était Ouais, c'était tourner un manège. Scrum, ouais. Donc le truc, c'est qu'on va mesurer ça par rapport à ces produits. On ne peut pas, malgré tout, dire on va produire beaucoup plus de lumière et pas consommer. Les mini-LED y arrivent un petit peu. Je n'ai pas encore les mesures du modèle Samsung. Donc je vais, moi, tester le Samsung, qui est annoncé. Je pète les scores et on pourra en parler après. Je continue à penser qu'ils sont obligés de faire des efforts, même si une loi n'est pas passée, parce que la loi du 8K sur les téléviseurs, ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de loi sur le 8K. Il y aura des lois peut-être par rapport à une diagonale d'écran. Et si vous avez un 55 pouces, ça ne doit pas être plus de 60 watts, par exemple. Oui. Quelle que soit sa définition d'image. 1000 full HD, 4K ou 8K, on ne doit pas dépasser. Ouais, c'est la conso. C'est la conso uniquement la du conso. produit en tant que tel, avec ses composants et son écran. Mais attention, quand on va dire aux gens, aux fabricants, c'est sympa, mais le 8K, ça va être un peu ça va beaucoup consommer. Oui, peut-être, mais c'est testé en quel mode? Parce que si vous passez un mode vivide, vous allez doubler la consommation. Si vous passez un mode filmmaker, vous allez réduire la consommation. Les gens, vous pouvez pas les brider, dire tu vas jamais mettre ton téléviseur fort. Il y a un truc, on en reparlera. Voilà, en tout cas, j'ai pas eu de questions à l'écran et puis personne me posait quelque chose. Je suis malheureux, je m'en vais, on va enchaîner. Mais non, t'écoutes Mais non, religieusement. c'est fait. J'ai un. J'espère que ça vous a plu, tout simplement cette petite pour vous dire oui. qu'il y a des choses qui sont Très faites intéressant. quand même Voilà. et qui vont débarquer dans le gaming parce que j'ai des moniteurs gaming QD-OLED à vous présenter également de ces marques-là. Ah, ça, c'est bien. On est Ils là. sont en 240 Hz, c'est tout de folie Ouais, ça, c'est cool, hein. et puis en Est-ce régie. est-ce qu'on a une future évolution quand même du HDMI, Du quoi de la norme HDMI pour aller au-delà du 120 Hz? Parce que c'est un truc qui... Alors c'est cool, la PS5 et la Xbox ont poussé Le non seulement 2.1, le VRR, mais le 120 Hz sur le grand public. Mais là, je pense que... Tu vois, ça fait quoi? Ça fait 4 ans même qu'elles sont sorties, ces consoles-là, peut-être? Est-ce qu'on- 3 ans. Enfin, 3 ans, bientôt ouais, 3 ans. 4, ouais. ouais. C'est 2020, ouais. Est-ce qu'on pourrait pas faire évoluer un petit peu pour aller sur le 144 Hz aujourd'hui? Tu vois, Monsieur Otaxu, branchez votre 240, PC tout simplement et qu'on en 500, finisse quoi. Très bien. Branchez votre PC. Une question du coup. Oui, avec plaisir. Ça va un peu dans le sens d'Otax. Je peux pas Est-ce répondre. que, d'ailleurs, je sais pas si c'est le cas parce que du coup, j'ai beaucoup moins de connaissances que toi en télé, mais du coup, on n'a pas de télé qui fait du DisplayPort, on est d'accord. Alors, il faut savoir que le DisplayPort n'est pas dans la norme des téléviseurs grand public dans le monde. C'est-à-dire Voilà. que c'est pas une marque. Le DisplayPort n'est pas dans la norme. On a créé le Ok. HDMI pour ne pas avoir le mettre le DisplayPort sur des téléviseurs grand public. Je parle pas de moniteur. Ok, grand public. Il y Donc, en a. est-ce que
plus tard, il y aura des télés dans le grand public vendues avec du DisplayPort. J'en suis certain. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis certain. Je suis obligé, ça clignote devant moi, on me dit enchaîne. Enchaîne. Et je suis là parce que je sens qu'on va pas encore faire les bons plans et ça va m'énerver. Oh On là va là. décrypter. Décryptons. Allez. Décryptons. T'as même pas idée d'à quel point je vais te décrypter, Pépé. Il est énervé, ce Tu ne sais jeune homme, pas. c'est terrible. Je suis là, je te décrypte. Ouais, il moi. est un bouillon de nerfs et de colère, regardez-le. Il y a l'homme alpha, il y a l'homme bêta, et aujourd'hui je vous parlerai du delta. Le delta E. Hey, oui, transition On a les incroyable. meilleurs. Cherchez pas puisque ailleurs. On a les meilleurs. on parle d'écran, tout ça. Donc, il est temps de mettre en avant, de décrypter la notion du delta I. Alors, pour établir la qualité des couleurs retranscrites sur un écran, c'est ce qu'on va utiliser souvent, la mesure du delta I. Le delta I, ça décrit tout simplement la différence, un delta donc, qu'il existe entre une couleur telle qu'on l'attend et une couleur telle qu'on l'a mesurée. Ça va être l'écart des couleurs mesurées par rapport aux couleurs réelles qui vont former le delta I. Alors pourquoi I déjà, hein? Il y a l'espace colorimétrique dans tout ça. Ça varie selon les standards qui ont été créés auparavant. C'est ce qui explique pourquoi vous pourrez retrouver un delta E76 par exemple, ou un delta E00. Ça correspond en fait à l'année du standard que l'on mesure. Donc le delta E de 1976 ou le delta E de 2000. Tout bêtement, ce sont des espaces de couleurs qui ont été définis par la Commission internationale de l'éclairage, ou CIE, qui va justement définir la température, la couleur à laquelle tout doit être, et nous on va comparer à ça. Donc de ce fait, lorsqu'on vous offre le delta E moyen d'un écran, en fait on parle de l'écart moyen des couleurs mesurées par rapport aux couleurs telles que définies par ce fameux comité, le CIE. Le delta E maximal sera auquel cas l'écart le plus important mesuré entre, on le rappelle, les couleurs mesurées et les couleurs réelles telles qu'on les attend. Mais alors pourquoi c'est important si les couleurs elles sont visuellement jolies sur un écran, quoi qu'il arrive? Le delta E, ça reste super important parce qu'un créatif doit forcément créer des visuels qui sont jolis, qu'importe le produit sur lequel on l'affiche. Donc si les couleurs sont proches de la norme, on peut se rassurer sur le fait qu'elles s'afficheront majoritairement correctement sur tous les supports. Et c'est pour ça que le delta I, c'est super important. C'est utilisé partout. Partout. Partout, on Notamment utilise ça. sur le test. Notamment sur ça. Les tests de téléviseur, on mesure le delta E. Si c'est supérieur à 3, bonne mère. C'est vrai. Ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre le produit et ce que toi tes yeux. C'est inférieur à 3, tout va bien. En général, les modes jeu sur les téléviseurs, je suis monté jusqu'à 8, moi. Ça fait que votre téléviseur, il va vous diffuser une image, mais ça va être complètement faux. Vous allez en prendre plein la gueule. Hein. Dans tout cas, il y a un truc qui est important. Est-ce qu'on a le jingle pour la séquence suivante qui s'appelle Hands On? Est-ce qu'on a un jingle ou pas de jingle? Ou est-ce que je le fais sans jingle? Parce que c'est une nouvelle chronique qui s'appelle On met la main dessus encore, mais on l'a pas encore testé. Ah oui, pardon, oui, j'ai tout prononcé à l'anglaise. Delta I. Mais non, mais tout le monde a compris, mon petit d'amour. Bon, je pense qu'on n'a pas de gin. Donc, moi, je vais essayer de faire ça en 5 minutes pour laisser sur de la place après, parce qu'on a un... Oh, ils m'ont trollé. Et puis, il est magnifique. Est-ce qu'on peut le revoir? Parce que c'est la première fois que je le vois, moi. Allez, jingle! Cette émission, c'est Hollywood, quoi. Et en plus, avec les mots anglais, tu vois, hands-on. Allez, ouais. Alors, j'ai mis mes hands-on. Allez, alors, où est-ce qu'elle sera le mieux? Parce qu'il y a quand même des points. Elle est là. Ça a l'air lourd. Mais elle est. Non, elle est. Oh, mais je sais pas comment l'éclairer. Enfin, c'est pas grave. Peut-être là. Regarde, alors pour la première fois, je vais vous parler d'un produit que j'ai déjà écouté, mais j'ai pas le droit encore d'en parler parce qu'il y a encore un petit embargo sur ses résultats audio. C'est la semaine prochaine, on pourra libérer ça. D'ailleurs, cette enceinte, on fera un récap la semaine prochaine où on va équiper le studio du récap en Dolby Atmos. On va entièrement mettre une installation complète dans le récap la semaine prochaine pour avoir des tests en plateau avec une captation en binaural 3D pour qu'ils aient le Dolby Atmos chez eux, les gens. Voilà. Voici donc la ERA 300 d'une marque absolument inconnue qui s'appelle Sonos. Alors Sonos, c'est la première fois qu'ils pondent ce type de produit. C'est-à-dire qu'en effet, Sonos avait des barres de son, il y a des petites enceintes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu Sonos et qui utilisent Sonos pour avoir du multi-room. Ce sont des produits très vendus. Ce sont des écosystèmes. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu rentres chez Sonos, en général, tu achètes un produit, tu achètes toute la gamme derrière. C'est-à-dire que tu as le sub, le machin, tu as l'application. Et là, pour la première fois, ils ont créé un produit qui peut être également un élément de puzzle. La ERA 300 est donc le premier modèle qui est avec une spatialisation audio de type Dolby Atmos. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont travaillé avec Dolby. Alors d'abord, le produit, c'est vrai qu'il a un design un peu particulier. Parce que moi, j'ai discuté avec les gars, puisque je suis allé sur place, et tu peux mettre mon petit Florian, moi je suis allé à Santa Barbara pour parler avec les ingénieurs. On a donc la conception. Ils ont mis 3 ans à la concevoir.
Ils ont fait plusieurs essais de design et autres. Ils disent par rapport à ce qu'on a envie de faire, eh ben, c'est la forme qui nous paraît la mieux. Alors je me suis dit, bon ok, voilà, regardez tous les prototypes qu'il y a. Et c'est des trucs, il y avait des choses qui ressemblaient, voilà, regarde, ils ont fait ça, ils ont mis des trucs en plus large, en plus ci, en plus ça, c'est tous les On prototypes. est d'accord que tu la mets dans le sens que tu veux. Disons que non, elle a un Ah, pied. Il y a un pied, ouais. Un pied. Donc c'est Celle-ci- vraiment donc le sens de base de la scène, C'est c'est comme ça. ça. Elle Ok, a un d'accord. pied, l'alimentation ici, elle a un Ok. pied. Alors le D'accord, truc, d'accord. c'est donc équipé, je vais faire rapidement, hein, 6 haut-parleurs dessus. Donc il y a 2 woofers, il y a des haut-parleurs qui vont de tous les côtés. L'idée, c'est de spatialiser avec ce qu'on appelle des beams. Donc vous avez des faisceaux. Donc lui, quand elle va recevoir un signal, ben, elle va vous spatialiser par rapport à des faisceaux. Il y a donc des guides d'ondes. Des Regardez, tunnels, ouais. ça c'est pas la bonne, ça c'est la 100. Je me suis trompé dans les. Donc ça c'est l'autre modèle, mais c'est pas grave. Là c'est ma faute. Donc ça c'est le modèle qui est pas le même. Ça c'est la RA100. Mais bon bref, elle envoie du signal partout. Il faut savoir qu'on peut la calibrer si on est sur iOS avec le micro de l'iPhone. Sinon on a ce qu'on appelle QuickTune qui est dessus. Donc l'idée de base c'est d'avoir un produit qui est pour la première fois chez Sonos à la fois AirPlay parce que les gens utilisent beaucoup AirPlay. Hein, c'est un truc parce que Sonos et Apple quand même c'est Love Me Tender dans Go Away. Hein, les gars ils sont quand même oh là là. Déjà, Dès qu'il s'agit de trouver des copains pour fermer les choses, il n'y a pas de souci. Hein. mais c'est un petit peu ça. Ah. Alors ça, c'est un éclaté également, ça, d'un produit qui doit peut-être pas être le bon non plus. C'est pas grave, je sais filer Si, c'est le bon. C'est autant pour moi. C'est celui-là. Donc, le produit pour la première fois AirPlay, c'est en même temps une enceinte Bluetooth parce que les autres n'étaient pas des enceintes Bluetooth. C'était un univers fermé. Là, cette fois-ci, le produit est entièrement Bluetooth. Alors, le truc intéressant, je ne vais pas vous donner le prix tout de suite comme ça sera fait. C'est 499 € le bestiau quand même pour un modèle qui peut travailler tout seul D'accord. en Dolby Atmos. C'est-à-dire que tu peux avoir ton smartphone en Dolby Atmos. Tu en mets Ok. 2, tu peux passer en stéréo et tu peux rajouter un sub, tu peux mettre 2 produits comme ça. C'est donc quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant. Donc stéréo ou bien encore une dispersion audio encore plus large. C'est-à-dire que Ok. tu utilises, c'est du tridimensionnel. Mais le truc intéressant, si vous avez déjà chez vous une barre de son, qui serait une beam ou bien une arc, parce que ça c'est beaucoup vendu. On peut rajouter ces 2 bestioles, c'est très bien, ça fait cher, hein, en surround. Donc on peut avoir la beam, un sub et ça en surround. Et on a, pour une des rares fois dans l'industrie, un surround vraiment tridimensionnel, parce que vous avez l'ancienne surround classique, elle est en général, voilà ça, avec un petit haut-parleur, et quelquefois il y en a 2. Là, vous avez carrément 2 fois de la tridimension derrière vous. Autant vous dire que c'est le décollage intersidéral. Donc le côté puzzle est intéressant. Donc produit tout seul, produit à 2, Ok. produit en surround avec barre de son. C'est l'idée d'avoir un véritable puzzle. Avec n'importe quelle barre de son ou une barre de son qui vient. Sonos. Ok. Donc vraiment, on reste dans l'écosystème Sonos. Disons qu'à la base, eux, bien sûr, l'application va gérer les produits Sonos. C'est-à-dire pour additionner Évidemment. des produits, soit vous avez en effet des produits par AirPlay, dans ce cas-là, vous allez mettre dans Ok. une pièce, vous allez Ouais. construire un système 5.1 ou un truc comme ça, c'est au travers de l'application. C'est-à-dire que tu D'accord. peux avoir, en effet, on est quand même, tu as raison, Sonos, c'est quand même un écosystème. C'est Ouais. comme Apple. Comme Apple, ouais. C'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup avec eux et ils sont en Californie comme eux, donc ils se parlent tout le temps. Et les enceintes Sonos, c'est pas pour rien qu'on. Pour une idée de la facture, t'as une Sonos, t'aurais une enceinte comme ça, une deuxième, plus la barre de son. Là, tu es à 1800 sans le sub. 800. Ok. Dans ce D'accord. cas-là, c'est à vous de voir. Mais l'idée de Sonos, un c'est que budget. ça va, c'est un billet. Hein. Donc l'idée de Sonos, c'est de dire en effet, vous prenez 1, vous prenez 2, faites ce que vous voulez, vous en mettez de tous les côtés. Et l'idée est là. Donc l'application est vachement bien. Dans le cas où vous voulez, vous avez un petit kit qui peut être vendu avec pour brancher en mini jack, quoi, une platine de vinyle si vous voulez, ou bien le mettre en Ethernet fil également. On fait un petit kit avec. Donc voilà, le produit sera donc vendu la semaine prochaine, je pense, et on l'aura en écoute dans le récap parce que j'aurai le droit d'en parler techniquement. Et là, pour moi, je vous ai dit que ça fonctionnait, mais on n'a pas parlé de la qualité technique encore. Donc voilà le produit. C'était donc la ERA300 de Sonos. Je pense qu'ils vont en vendre parce que Sonos, ça se vend. Oui, c'est Sonos, quoi qu'il arrive. Hein. Mais moi, après, je trouve pas ça forcément super légitime. Mais il y a tout ce côté écosystème, effectivement, un petit peu facilité, tout ça. Mais bon. Ça fait cher. Hein. Je trouve que ça fait cher pour une expérience où t'es Sonos ou t'es autre chose. Tu vois, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de... Tu peux l'utiliser toute seule. C'est ce qu'on disait, c'est que tu aurais bien aimé avoir ces 2 enceintes-là et pouvoir la couper avec autre chose dans ton salon. Bah oui, complètement, tu vois. Enfin, il y a Après, un c'est moment... pas l'intérêt de la marque, mais. Non. L'intérêt de la marque, c'est de construire un système avec Bien l'application sûr, Sonos. bien sûr. Mais autrement, tu peux les prendre en multiroom. C'est-à-dire, en multiroom, tu passes par AirPlay, mais tu crées une multiroom par pièce. Tu ne crées pas un système 5.1. 5.1, il faut commencer à associer des éléments Sonos. Ouais. À ma connaissance, à moins qu'ils aient créé un truc différent en 2023, que Dieu les bénisse. Voilà, donc voilà, c'est merveilleux. Et on en parlera encore à nouveau et surtout dans le récap. C'est une petite chronique après. Oui, alors le test de la semaine. Jingle, les petits loulous. Jingle. Jungle. Mais qui va s'y coller? Ah là là.
Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un homme est bipolaire. Soit il est très énervé, soit il est heureux, soit- C'est une Tripolaire. possibilité. Tripolaire. Effectivement, je vous ai rapporté encore une fois un test exclusif, c'est incroyable tout ce qu'on fait. Le Acer Spatial Labs View, alors on en a déjà parlé, je le répète, au JDH, mais également lors du récap, puisque elle fait partie, en fait, ce petit écran portable avec un peu l'autonomie fait partie de toute cette gamme 3D présentée par Acer. Je te laisse prendre l'écran, peut-être le montrer un petit peu plus. Yes. Sachant que tu peux l'allumer sur la gauche, il a de la batterie. C'est la batterie. Ouais, tu l'avais. C'est tends ta main gauche. Yes. Voilà, dans le recoin, tu as des petites touches. Non, sur le QQ. Sur le cucu. Oui. Sur le cul. Ah pardon, oh là là. Voilà, c'est bon. Mais oui, mais moi je suis pas allé jusque là. Ok, Moi, y a pas de. moi, j'ai des téléviseurs genre sur le côté. Il n'y a pas de souci, j'ai galéré aussi à trouver ce bouton, donc je ne peux pas te juger. Alors pour vous redonner un petit peu les caractéristiques techniques, on est sur un écran portable, clairement, avec une batterie intégrée qui propose 5 heures d'autonomie, un écran 15,6 pouces qui correspond en termes de 3D à 2 écrans 4K intégrés. Donc c'est comme s'il y avait des lamelles d'écran qui se superpositionnaient ou des trucs comme ça, voilà, pour permettre de créer cet effet 3D sans lunettes, où on a des caméras qui en fait analysent la position de nos yeux, nous permettent de vraiment avoir un effet saisissant de 3D, il faut le dire. Mais voilà, moi j'avais envie de prendre cet écran tout simplement parce que je voulais tester la 3D au quotidien, qu'est-ce que ça donne vraiment en fait, le palpable. Alors déjà pour l'écran, j'ai fait quelques mesures. On est à 319 candela mètre carré. Rien d'autre que ça. Non, il fait rien d'autre que ça, Ah oui, oui, parce bah, que je j'ai pas ramené la source. On est à 319 candela mètre carré, je suis désolé, j'ai oublié. Ce qui Vous êtes viré, mais c'est un peu bête. 320 candela mètre carré, si vous vous souvenez, je suis imperturbable de la HDR dont on parlait avant. 320 candela mètre carré, c'est assez peu pour de la HDR. On s'attend généralement à 400 minimum. Ça va devenir important assez sous peu, ne vous inquiétez pas. Le Delta I2000 qu'on a mesuré est à 2,8. On est un petit peu tout pile sur la limite accessible. Alors après, la température moyenne des couleurs est à 6667 K, ce qui est très bon. Parfait. Ce qui On en est parlera très de ça bon. aussi. Oui, clairement, la norme NTSC, donc ce qu'on attend généralement quand on fait ces mesures, c'est 5502 K très précisément. Pour être plus chaud ou plus froid. Pour être plus chaud ou plus froid ensuite de ça. Là, il est légèrement plus froid, mais c'est si léger. Le contraste n'est pas dégueu non plus à 1469 sur 1. C'est pas mal. Là où je suis un peu déçu quand même, c'est la couverture donc du volume des couleurs, les gamutes dont on parlait avant. On va encore faire un décryptage sur ça. Mais vous connaissez sRGB, DCI-P3, etc. Le DCI-P3 est celui qu'on attend le plus utilisé aujourd'hui. Mais sur la couverture sRGB, on est à 99,9%, c'est excellent. Normal même. Mais sur la sRGB, on est à 86,9%. Petite bête. Ce qui est un petit peu... Alors, je parle de couverture et pas de volume. En termes de volume, il est Que là, déjà, ils capable... comprennent plus rien. Je veux dire, mais à un Alors, moment donné, il va falloir. justement, c'est Il va ce que- falloir... Non, mais attends, stop, j'arrête tout de suite. Est-ce que Non. l'image de ce produit est bonne ou pas bonne? Qu'est-ce que ça donne en 3D? Est-ce que tu gardes la colorimétrie? Est-ce que ça se barre Ok, de tous alors. les côtés? Parce que moi, je connais le produit. Est-ce Non, que, en on en effet, parlera juste quand tu vas envoyer des images en 3D, C'est bien est-ce que tu... offensif, Pépé. Hein. Ah non, mais je vous aime, c'est pour ça que je fais ça. Ah bah, Parce que on les est gens, ils sur, sont là en train de dire, mais quoi il parle l'autre? On est sur le terrain de PP. Non, pas du tout. Les Mais écrans, je Les veux écrans, être challengé. alors, le truc. Alors, mon PP, ce que je vais pouvoir te dire, l'effet 3D est excellent si tu regardes une vidéo. Ok. Parce que, en fait, sur le contexte des vidéos, etc., il faut savoir que, en fait, tout ce qui est Spatial Labs, c'est plus ou moins ultra délimité à ce qu'a prévu Acer en termes de logiciel. Ça n'est pas une intégration native dans Windows de la gestion de la 3D. Et ça, c'est un gros problème. Par exemple, si vous voulez lancer une vidéo VLC alors que VLC est compatible 3D, ça ne fonctionnera pas tant que vous ne passez pas sur les logiciels de Spatial Labs. Par contre, quand ça passe, et notamment, évidemment, je me suis mis Avatar premier du nom, Comme tout le monde, hein, tout le monde comme l'a tout fait. le monde, bah, ça met sa petite claque. Alors après, le souci, c'est qu'on a quand même des caméras qui doivent pouvoir suivre la position des yeux. Et ça veut dire qu'il faut rester assez proche de cet écran-là pour qu'il fonctionne. Si vous vous éloignez Dans mes tests, c'était plus ou moins 1 mètre. Dès que vous êtes au-delà d'1 mètre, ça commence à devenir compliqué. Mais c'est particulièrement plus compliqué en jeu. Parce que c'est là où, en fait, l'effet de profondeur n'a pas été développé par
les créateurs des jeux eux-mêmes, mais ont été développés par les ingénieurs d'Acer qui ont fait leur propre tambouille. Ils ont plus ou moins déconstruit puis reconstruit les jeux avec un effet 3D. Ça donne quand même un effet de profondeur qui est réglable sur à peu près une centaine de jeux. Ça donne quelque chose de très précis, c'est assez bluffant. Après, ça m'a mis exactement la même sensation de pression sur les yeux que me mettait déjà la Nintendo 3DS à l'époque. Sauf que vu que on est sur un écran de 15,6 pouces, il n'y a pas le mal de crâne que ça t'envoie après. C'est relativement confortable dès qu'on regarde très très bien au centre, parce que dès qu'on est dans un jeu vidéo, si tu regardes un tant soit peu sur les contours, l'effet commence à se barrer un tout petit peu, et ça te fait perdre un petit peu les boulons. Mais le truc, c'est que je trouve cet écran très intéressant pour une chose, c'est que aujourd'hui il est vendu à prix indicatif 1499 €, mais on peut le trouver en promo en ce moment même, hein, notamment chez Darty à juste 900 balles. Acer le voit comme un truc du jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, je suis pas tout à fait d'accord. Par contre, pour les créatifs, c'est super intéressant, je trouve, parce que ça te permet effectivement déjà d'avoir un retour sur un modèle 3D que tu utilises avec un vrai effet de profondeur. Mais surtout, Acer a fait les efforts qu'il fallait là-dessus en développant un SDK qui est ouvert, des plugins qui sont déjà présents, notamment pour Blender. Donc, il y a un logiciel de création 3D, etc., pour pouvoir vous permettre de vraiment avoir un retour 3D sur ça. Maintenant, il y a des limitations que je trouve justement dommages pour cet angle professionnel, et notamment le fait qu'il ne couvre que 86,9% du DCI P3. Donc, c'est un gamut de couleurs qui est le plus utilisé aujourd'hui, le type de couleur qui est le plus utilisé aujourd'hui, alors qu'il en a la capacité effective d'afficher ces images, de couvrir vraiment. Donc, il n'a pas été calibré pour ça. Il a été surtout calibré pour le sRGB. Et on a aussi une connexion qui est assez limitée parce qu'en fait, si vous voulez avoir la 3D, il faut non seulement passer par le HDMI, mais également brancher un câble USB parce que c'est par l'USB que l'ordinateur est capable d'interagir avec les drivers de cet écran 3D. Sans ça, vous n'avez pas d'effet 3D. C'est d'autant plus bête qu'en fait, avec un câble USB-C, vous avez la possibilité de balancer autant du display que du USB et du coup d'avoir un seul câble pour gérer ce genre de connexion. Donc clairement, en jeu pour un utilisateur lambda, 1500 balles pour moins de 100 jeux utilisés, c'était pas fou. Et d'autant que l'effet, je trouve pas pertinent, mais pour la vidéo, je trouve que ça tue vraiment. Mais surtout pour les créatifs, il y a quelque chose qui me titille, quoi. 900 balles, parce qu'en promo, aujourd'hui, c'est à 900 balles plutôt que 1500, mais même à 1500, pour un créatif qui veut vraiment aller au-delà dans la création 3D, veut avoir un retour assez fort sur ces trucs, je trouve ça vraiment bien. Le seul truc qui me manque, du coup, c'est le HDR, parce que aujourd'hui, si tu es un créatif, tu dois créer des objets qui sont HDR. Et l'espace DCI P3, parce que c'est encore une fois, il faut suivre. Là, je vais jouer. truc-là. Tu sais pourtant à quel point j'aime les chiffres et que j'aime les images. Mais quand tu me dis DCI P3 n'est pas couvert complètement, les gens peut-être doivent se demander ça veut dire quoi qui n'est pas couvert complètement? Ils vont avoir des couleurs dégueulasses, ça va dévier. Ça veut dire quoi? Non, c'est juste qu'en fait, il y a, comme on en parlait juste avant, des couleurs mesurées telles qu'on les veut, etc. Le DCI P3 par rapport au sRGB, c'est juste un volume de couleurs plus grand. C'est-à-dire que vous avez, on va dire, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais imaginons qu'il y ait 50 millions de couleurs. Là, on aurait 150 millions de couleurs. Donc, c'est beaucoup plus grand. Et il y a le volume comme il y a la couverture. C'est-à-dire que cet écran, par exemple, est capable d'afficher, on va dire, 147% du sRGB. Théoriquement, ça, c'est le volume, c'est-à-dire le nombre de couleurs qu'il est capable d'afficher. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est capable d'afficher ce volume de couleurs qu'il va couvrir l'espace qu'on attend dans le DCI P3. Parce qu'il y a les couleurs et les teintes, par exemple, tout ce qui est à l'intérieur Voilà. des couleurs. Non, mais le truc, c'est que là ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai eu la version PC de ce produit, c'est que je me suis permis de trouver que pour une des rares fois, j'ai pu avoir une 3D où il n'y avait pas trop de déperdition malgré toute qualité d'image ou colorimétrie ou en garder comme quelque chose d'assez correct. Il y a des endroits où j'ai vu dès qu'on passait, c'est comme des lentilles de Fresnel, on met plusieurs lentilles devant, et plus tu mets des lentilles, plus tu paumes de l'image, entre guillemets. Tu paumes de la qualité, tu paumes des couleurs, tu paumes du contraste, tu paumes de la puissance du noir, et là, ça allait encore à peu près. C'est la même chose pour le Special Labs View, effectivement, où les couleurs restent fortes, notamment sur Shadow of the Tomb Raider, tu as toute une séquence d'intro avec des feux d'artifice, des trucs comme ça, donc il faut vraiment avoir géré ce contraste-là, et il est géré.
Le contraste d'ailleurs était à 1469/1, donc vraiment, Ce qui est pas mal. ce qui est vraiment pas mal, pour un type surtout de pour un produit truc 3D comme ça. comme ça. Ouais. Le seul truc que j'ai moi vraiment, c'est que tu poses cet écran-là et puis tu fais ça et t'as perdu la 3D. Mais tous, Parce qu'il faut, il Le faut problème de vraiment la être 3D sur un sur mètre. l'écran, Mais tous. ouais. tous. Sur un téléviseur aussi, tu as un sweet spot, tu as 2 traces de pas au sol, Ouais. tu te mets dessus, ah bah là j'y vois, tu fais 2 pas en arrière, mais tu as 3 images quoi. Et tu plus de colorimétrie, voilà. Et c'est tu- pour ça que C'est comme ça. je dis clairement en termes de consommateur jeux vidéo, non, oubliez complètement, parce que de toute façon vous ne pourrez pas vous caler pour jouer, créer, c'est pour jouer créer tranquillement. qu'ils vont créer, c'est comme Mais ça. alors pour créer, Oui. les deux font partie de la vision d'Acer. C'est pour ça que je veux bien. Il y a une vision fuck no, jeu vidéo. Ils ont fait une démo Et jeu la vidéo vision sur le créa. récap. Jeux vidéo, ils ont fait une démo jeu vidéo sur le récap. Oui, j'ai utilisé jeux vidéo aussi Ouais. de fou, hein. Mais non. Juste ça, pour ça, non. Par contre, si vous êtes un créa et que vous êtes motivé en termes de progrès et tout à intégrer, si jamais les plugins ne sont pas disponibles, vos propres plugins dans votre workflow, je pense qu'il y a un vrai truc et je suis très très curieux. Alors que avant même de prendre l'écran, j'étais plus dans le camp du bof quoi. Alors, il y Et a une non, petite c'est pas de question. l'OLED pour ce prix, hein, parce C'est que pas de sinon l'OLED, on n'aurait petit pas loulou. un contraste à 1469 Non, sur on un, aurait il un y aurait contraste à 1 million. illimité, hein, tout bêtement. Voilà. Dans tous les cas, est-ce qu'il y a un test de ta part, quelque part, qui est en ligne Non, chez c'est toi un test exclusif du JDH. On le trouve quelque part, on le trouve pas en ligne On le quelque trouve part. uniquement sur le JDH, sur les replays du YouTube, Exactement. le youtube.com replay YouTube, slash, Pépé. le stream replay. Et Bien oui, sûr. parce qu'on Exclu. fait du contenu exclusif Incroyable. aussi. Imaginez rien. Dinguerie. J'ai plus de voix. C'est merveilleux. À propos de plus de voix, maintenant, je vais vous proposer d'essayer de gagner un petit peu d'argent. C'est pas tous les jours, hein, c'est la tombola de l'amour. Donc, le truc, c'est qu'il y a toujours des promos. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a créé cette rubrique juste avant le récap, parce que vous êtes là déjà en train de faire monter l'audience parce que le récap arrive derrière. Voici donc les bons plans, les promos, voici surtout le jingle. Jungle. Et Monsieur Nanix, vous avez des bonnes choses pour nous aujourd'hui. Oui, français, française, vous Non. le savez, le pouvoir d'achat est un véritable problème. Et Otaxu vous en a parlé il y a quelques instants d'un Acer Spatial Labs View, un écran qui vous pas permet d'avoir de la 3D. Sachez, en plus, tu l'as dit, en fait, le bon plan, tu l'as dit. Ouais, j'avais pas vu que tu l'avais mis. Pas de Désolé. problème, pendant ton test exclusif pour le JDH du coup, puisque chez la Fnac, comme diraient les jeunes, la Keufna, le produit du coup est à la base vendu aux alentours de 1500 €, 1499 euros. 1499, Le centime, il est pour PP, vous le savez Énorme, bien, pour moi. eh bien, vous pouvez l'obtenir. Il y a une réduction de moins 40% sur l'écran. Donc, si Otaxu vous a convaincu sur le produit, sachez qu'il est à 900 €. Du coup, 899, toujours le centime. Il est pour l'animateur, le chef d'orchestre, évidemment, de cette Allô émission. Pas du tout, peut-être un petit peu. Du coup, on passe à un téléphone dont tu as parlé il y a de ça plusieurs mois. Si je te parle du Google Pixel 7. Oui, ah, Oui. Eh bien, on oublie un petit peu ce site, mais AliExpress vend également du produit, donc du smartphone en l'occurrence. Et du coup, sur AliExpress, le Google Pixel 7, j'ai vu sourire. Reza. N'oublie pas que tu es heureux. Exactement, je suis heureux, Voilà. je suis heureux de t'écouter, Danny. Voilà. J'ai vu le sourire aussi. Hein. Voilà, à la base, le produit. Je l'ai vu. Je l'ai vu, on l'a vu et c'est dans le replay. Le produit à la base coûte aux alentours de 649 €. Et ben, sachez que sur AliExpress, depuis le 20 mars, c'est l'anniversaire tout simplement de la plateforme. Et tous les jours, il y a des promos assez agressives et monstres. Le téléphone passe aux alentours de 449 C'est agressif, €. hein. En fait, il y a un code promo. Hein. Donc le code, c'est AEFR80. Vous le tapez et directement, vous avez une réduction assez agressive sur le Google Pixel 7. Ensuite, on va parler un petit peu de musique, on a parlé de son un petit peu dans cette émission. On parle souvent de Sonos, on parle aussi de Bose, du coup, quand on parle de sonorisation pour un espace de salon et pour une télé. Je vous parle du Bose Solo Soundbar Series 2. Sachez qu'à la base, ce produit valait 199 €. Mais vous allez du côté de chez Boulanger et vous trouverez une réduction de moins 19% négociée par Pépé et par moi-même, évidemment. Mais absolument Puisque, pas. le produit, si Pépé, c'est juste que t'as pas que les gens le sachent. Évidemment, une économie de 40 €. Le produit passe aux alentours de 159 € centimes. Et enfin, pour finir, parce qu'il me reste rapidement 30 secondes, on va parler d'ordi portable. T'en as parlé tout à l'heure, mon cher. J'ai vu, je valide, foncez-le. Voilà, le laisse, Lenovo Legion 5i Gen 7. Sachez qu'à la base, il vaut 1800 €, donc 1799 évidemment. Et ben chez Lenovo directement, grâce au code de réduction printemps, Spring, musclé. en anglais, il passe à 999 Mais carrément. Ah oui. €. Je pense que c'est de tous les produits. Waouh Foncez peut-être sur celui-là en premier. C'est une dinguerie. Taxou, t'as l'air d'être convaincu par le prix aussi. Ah oui, non, de ouf. Ça, c'est best bon plan. Il est solide en plus. Hein. Foncez de ouf. Je rappelle, 15 pouces,
Ah ouais, non mais même moi je suis RTX surpris parce que c'est carrément c'est pas 165 5%. Hz, Énorme 3060, Peut-être le poids. 12500 2 H. kilos seulement. 2 kilos. 2 kilos, c'est pas lourd, hein, pour Ouais, un 4,6, ouais. Très bien. Très Messieurs, bien. ça a été un régal. Vraiment, j'espère que les gens qui nous ont regardé ont apprécié parce qu'on a vraiment couvert toute l'industrie. On a parlé de tout. On a parlé d'écran, de 3D, de Une bons émission plans, sous le signe de l'amour. d'IA, sous le signe de l'amour. Vous regardez dans le replay que tout le monde était très très Barbe heureux. Otaksu. Donc Oui, le vous pouvez nous Barbe retrouver après bien sûr en replay sur Twitch, en replay sur YouTube dans quelques instants. C'est donc la grande récap. émission du récap dans lequel je ne suis pas parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps de préparer la chronique. Comme ça prend beaucoup de temps, je dis bon je vais pas y aller uniquement pour faire donc voilà on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro du JDH et je serai au récap la semaine prochaine avec un happening en plus. On va équiper le récap en Dolby Atmos jeudi prochain. Merci à la régie, ils ont été super cool, à Chloé, à tout le monde, à Florian, à tout les loulous qu'on embrasse et on vous dit Merci à surtout toi, bébé. surtout Merci, à la bébé. semaine prochaine. Parlez de cette émission autour de vous. Bisous.